On va parler des semis, du choix des variétés, des dates, du timing et puis un petit peu du Ça matériel. correspond à entre 500 et 600 plants semés chaque année, en quelques jours, à 25-26 degrés. Mais il n'est pas rare d'avoir des poivrons piments qui germent jusqu'à 20. J'ai même déjà eu un mois Moi, après j'ai eu les un mois. germinations. Et Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Parlons Tomates, le podcast qui parle de tomates. Aujourd'hui, donc, on est avec Hugo et Benji et moi, Mika, pour vous parler, pour ce premier épisode, des semis. Alors, on va faire une petite présentation, un petit tour, mais juste parce que c'est la première, et puis après, vous nous connaîtrez, on n'aura pas besoin de se présenter à chaque fois. Donc, je vais commencer. Donc, moi, c'est Mika, de Graines de Carottes, et donc moi, dans la vie, je fais des potagers dans les écoles. J'étais enseignant avant, puis je suis toujours enseignant, mais aujourd'hui, j'enseigne l'art de faire pousser de la nourriture dans la cour de récré. Et à côté de ça, je suis un tout dingue de tomates depuis une bonne dizaine d'années. Et puis donc, je vais essayer de vous partager un petit peu mes astuces, mes techniques et ma passion. je vais suivre. Donc moi, c'est Benjamin, donc de l'association Cultive ta rue. Donc pareil, hein, je suis tombé dans la tomate et food tomate depuis une quinzaine d'années environ. Et je suis dans les Hauts-de-France, près de Compiègne, et je cultive chaque année aux alentours de 200 variétés. Et on a également des activités associatives liées à l'enseignement, et je suis également enseignant dans la vraie vie, euh, en SVT, et du coup, ça coche pas mal de cases sur par rapport à la fois à l'activité associative et l'activité d'enseignant. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Hugo Pérez. Alors, professionnellement, je travaille avec les chiens, nos amis les chiens. Et accessoirement à côté, de même manière amateur, depuis 4-5 saisons maintenant, je fais un petit peu de jardin. J'ai de la chance d'avoir du terrain, une grande serre. Je suis dans la région du Limousin, proche de Limoges, dans la campagne. Euh, et donc, ça m'intéresse surtout quand je vais voir un sujet, voilà, de creuser un petit peu le côté technique. Et donc, c'est pour ça qu'à travers ces podcasts, on va essayer de vulgariser, à la fois vulgariser, puis à la fois peut-être rentrer dans des détails, parce qu'on peut dire que je suis tombé dans la marmite de la tomate là sur l'année précédente. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retransmettre un petit peu tout ça à travers différents épisodes pour creuser à chaque fois un sujet différent. Ok, alors on attaque. Question, histoire de la poser, mais est-ce que vous faites vos semis? Ah, vas-y, Hugo. Affirmatif. De même. Et donc, vous, c'est quoi en fait qui vous motive à faire les semis? On peut laisser l'association causer parce que je pense qu'ils ont une très bonne raison de le faire, qu'ils vont nous mettre en avant. Oui, alors avant même parler du côté association, le gros avantage, c'est de pouvoir semer les variétés que l'on souhaite par rapport à celles qui sont trouvables en termes de plants dans le commerce. C'est-à-dire que le choix est dérisoire à côté dans le commerce par rapport aux semis que l'on peut faire soi-même. Et donc le semis a un énorme avantage, hein. C'est hormis le fait du côté satisfaction de voir sa petite graine devenir carrément des dizaines et des dizaines de fruits plus tard. C'est surtout c'est l'intérêt principal, ça va être d'avoir vraiment une diversité énorme dans son jardin, et puis de pouvoir ensuite j'ai pas trop les mots en fait. J'ai pas trop réfléchi à la question. Mais alors attends, comment on pourrait dire? Moi, pareil. Moi, c'est vraiment ce qui me motive, c'est le choix. C'est d'avoir vraiment le choix parmi toute cette diversité et puis pouvoir choisir voilà, des tomates en fonction des envies, en fonction des usages, en fonction des conseils que j'ai pu glaner à droite à gauche sur quelle est la meilleure variété. C'est un peu la quête ultime de trouver la tomate parfaite. Alors, spoiler, ça n'existe pas, hein, mais on cherche toujours. On a toujours espoir de trouver la pépite parmi les pépites. Elles sont tellement nombreuses à avoir des
des caractéristiques, certains ont des caractéristiques uniques et tellement recherchées qu'on essaye de savoir si d'autres la partagent aussi. Mais voilà, c'est pareil, hein, la meilleure tomate n'existe pas. Par contre, pour le choix des variétés, même si dans le cadre de l'association, on sème en fonction des variétés qui sont les plus plébiscitées par rapport à ce qu'on nous demande, il y a quand même un petit top 20, 30, voire 40, enfin en tout cas dans mon cas, que j'essaye de semer chaque année parce qu'à titre personnel, elles me conviennent, hein, d'un point de vue caractéristique, qu'elles soient gustatives, ornementales aussi, parce qu'il y a quand même des fruits qui sont très jolis. Certains fruits sont jolis et bons, d'autres jolis et un peu moins bons. Mais c'est pas pour autant qu'on les fait pas. Mais j'avoue que si je dois donner mon top 30, il y en a aucune qui a un goût qui déplaise, hein. Mais par contre, elles ont des goûts très variés. Et là, je pense qu'on aura beau poser la question à n'importe qui, je pense que si on devait demander ne serait-ce que le top 3, je pense pas que l'on aura 2 fois le même top 3 tellement, déjà, il y a tellement de variétés qu'on les a pas toutes, d'un point de vue, culture, on les a pas pu toutes les cultiver. Mais, les goûts sont tellement différents que je pense que aussi, hein, les résultats sera pas le même, hein, ça c'est sûr. Il y a combien de variétés à peu près, tu sais? À plusieurs dizaines de milliers. On peut pas être plus précis que ça. Il y a des chiffres qui traînent, hein, 30 000, 40 000, 50 000. C'est sûr que de toute manière, chaque année, il y a des variétés qui sont dites libérées, c'est-à-dire qui suite à des croisements qui ont été effectués les années précédentes, ont été libérés sous différents noms, sans compter tous ceux qui malheureusement ont soit des noms étrangers, sont retraduits en France ou dans d'autres pays, et ce qui fait qu'on a des redondances entre certaines variétés, dont on doute que ces 3 variétés-là, finalement, quand on regarde leurs origines, celle-ci, elle a un nom russe qui traduit en France donne à peu près le nom d'une autre. Et donc du coup, c'est très compliqué de donner un chiffre très précis. Mais plusieurs milliers, ça c'est sûr, et même on peut parler Dizaines de de dizaines de milliers. milliers, ça c'est sûr. Ouais, pour ma part, sur pourquoi les semis? Alors effectivement, pour la diversité, c'est une chose, et c'est à peu près clair que si on veut acheter dans le commerce pour un professionnel qui va, que faire ses plants et les vendre, ça va être assez difficile de trouver de l'exotisme, parce que, beh, voilà, il faut que ça puisse plaire au plus grand nombre, qu'il puisse s'y retrouver lui dans sa vente et tout ça. Donc même si on voit apparaître de plus en plus, et c'est une remarque, aussi un petit peu en dehors de tomates, mais je trouve que la variété disponible chez les professionnels de plants, depuis que j'ai commencé, en tout cas, ça fait que quelques années, c'est, largement augmenté, mais on ne trouvera pas les 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 plus, variétés possibles. Il y a aussi le côté échange, test et tout ça, donc c'est beaucoup plus facile d'échanger des graines et puis de les faire pousser chez soi, que d'échanger des plants directement faits, quoi, en termes de transport, de fragilité, de choses comme ça. Donc si on a envie d'essayer des choses, pas avec quelqu'un qui se trouve, ailleurs, c'est quand même plus facile d'échanger des graines, que d'échanger des plants directement. Donc ouais, pour ça, pour le coup, faudrait regarder, faudrait calculer. On pourrait le faire pour le prochain épisode peut-être, d'essayer d'avoir une vue comme ça. Je pense qu'on s'en sort, surtout sur le volume, hem, mais avant tout pour la diversité, ouais. Vu qu'il y a, on va dire, plus de 10 000 variétés, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce chiffre pour, prendre une fourchette assez basse, Bien ça basse. pourrait permettre de ouais. Ça pourrait permettre de traduire peut-être nos émotions, parce qu'en fait, des tomates, il y en a des petites, des grandes, des formes biscornues, des formes très rondes, de toutes les couleurs. Donc je voudrais vous demander aujourd'hui comment vous vous sentez en me citant une variété de tomates? Je vais commencer par moi. Là, aujourd'hui, je me sens cœur de bœuf rouge. D'accord? Pourquoi ça? Parce que, assez classique, tout le monde la connaît, c'est du comment dire? C'est du standard, mais ça fonctionne, et aujourd'hui, moi, dans ma vie, dans mes projets, dans mes choses comme ça, on va dire, je me sens cœur de bœuf rouge.
Voilà, on essaiera à chaque épisode de se décrire comment on se sent par rapport à une variété de tomates. Mais moi, aujourd'hui, c'est celle-là. Alors moi, je me sens Pendulina Red. Donc ça, c'est une tomate de 2024 qui est encore vivante, qui est fripée, qui est mal en point, mais qui est toujours là. C'est un peu l'état, le mood en ce moment. Là, je me remets gentiment de la saison dernière qui était assez intense. Et donc voilà, je suis flétri, mais je suis toujours là. Mais je suis pas du tout prêt pour la saison qui arrive. Et puis ça arrive, ça arrive. On se demande toujours si on est prêt. Moi, de mon côté, justement, j'ai plutôt hâte que la saison 2026 commence. On commence à arriver après plusieurs longs mois sans fruits, bien frais. Et bah, moi, je vais citer une de mes préférées, c'est la Sweet Cream, une petite tomate cocktail allongée, aux couleurs qui rappellent très bien les couleurs estivales, qui commencent à nous manquer aussi, et que je fais depuis plus de 10 ans maintenant, depuis qu'elle a été quasiment, elle a été libérée, c'est une variété assez récente, et je pense que c'est celle que je sème le plus pour être sûr en cas d'échec des plants, qu'il m'en reste toujours un ou deux, et comme c'est une variété qui est que j'ai toujours hâte de semer chaque année, eh bien, je vais citer celle-ci et ça correspond très bien à l'état d'esprit. On commence à rentrer dans le dur. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de la question des semis. Donc on va parler des semis, du choix des variétés, des dates, du timing, et puis un petit peu du matériel. On va commencer par ça. Un petit peu, qu'est-ce que c'est pour vous le setup idéal, le plus simple, le plus efficace, en tout cas, qu'est-ce qui vous correspond à vous? Donc première question, vous êtes plutôt team plaque alvéolée ou plutôt semis en terrine ou en barquette? Alors moi, ce sera en plaque alvéolée, puisque j'ai quand même plus de 200 plants, enfin 200 variétés à semer, mais en termes de plants, c'est au moins le double et même un peu plus, puisque j'en donne aussi dans mon entourage. Et donc ça correspond à entre 500 et 600 plants semés chaque année. Et voilà, moi je suis plus team plaque alvéolée parce que cela permet aussi un contrôle et un rempotage intermédiaire pour permettre ensuite aux plants de se renforcer. Par contre, je pratique aussi le semis directement en pot, pas en terrine, mais vraiment en pot, c'est-à-dire la moitié les godets directement qui vont être la première demeure des plants. Je les remplis à moitié on va dire un quart de terreau à semis. Et par-dessus, donc je mets la graine et puis tout simplement dès lors qu'elle germe et qu'elle commence au fur et à mesure des jours à dépasser le pot, je le rempote avec le terreau de rempotage dont on parlera après, hein, la section terreau. Mais on va dire 90% des semis en plaque alvéolée et 10% directement dans les godets. Mais pas de terrine par contre. Ok. Alors moi, je suis team plaque aussi. Hein. Dès qu'on a beaucoup de variétés, il y a quand même, là, ça fait gagner du temps. Et en termes d'organisation et de logistique, c'est plus visuel d'avoir tout en plaque. Ça fait moins de minutes. Et donc moi, toutes les tomates, c'est clair, c'est tout en plaque alvéolée. Par contre, je fais plus les piments et aubergines en plaque alvéolée. Je les fais en terrine pour pouvoir les déplacer, mettre ma terrine sur le radiateur pour que ça chauffe et que ça germe plus vite. Et puis j'ai remarqué que les piments, il n'y avait pas une levée à 100%, et souvent en fait dans les plaques, quand je semais les piments et aubergines en plaques, ceux qui traînaient, ils faisaient retarder le rempotage, et je me retrouvais avec des plaques à moitié pleines, et ça prend de la place. Donc moi j'ai un peu souvent tendance à dire les plaques alvéolées, ça fait gagner du temps, et les terrines, ça fait gagner de la place. Donc après, c'est un ratio à trouver dans ce qui vous convient le mieux. Là, tout dépend des objectifs et des cap, voilà, de C'est ça, chacun. du nombre de variétés. Si j'avais moins de variétés, peut-être que je ferais des terrines aussi pour les tomates. Mais là, avec mon organisation, moi j'ai une 150 variétés max, entre 100 et 150 variétés. J'essaie de me limiter à ça. Au-delà, moi j'ai de la peine à tout gérer tout seul, le grainage.
L'avantage aussi des plaques alvéolées, ça permet en effet un suivi et une diminution du risque d'erreur en cas de... Parce qu'il n'y a rien de plus un plant de tomate qui ressemble à un autre plant de tomate, même s'il y a des caractéristiques qui permet de les différencier, notamment le type de feuillage, mais il y a tellement, voilà, le type de feuillage n'est pas non plus illimité. Et l'avantage des alvéoles, c'est que chaque alvéole est étiquetée, et ce qui fait que l'étiquette va suivre le plan jusqu'à sa mort même, hein, parce que moi, l'étiquette va aller jusqu'à la plantation définitive. Alors que le semi-entérine, bon, ben, les étiquettes, elles peuvent facilement tomber, alors que voilà, il y a des échanges qui sont peut-être plus des échanges d'étiquettes qui sont malheureusement plus favorisés. Et c'est aussi pour ça que les plaques alvéolées sont très plébiscitées, aussi bien par les particuliers que les professionnels utilisent aussi ça. Mais un particulier peut aussi, si on aime bien la rigueur, les plaques alvéolées permet vraiment de mettre en place une rigueur de suivi des variétés. Ouais, je fonctionne aussi avec plutôt plaque alvéolée pour le moment. Je pense que si une saison, je fais une dizaine, quinzaine, vingtaine de plants de tomates de la même variété pour un objectif de faire beaucoup de sauce tomate ou beaucoup de tomates séchées ou beaucoup de tel type de fabrication où je me porterai donc sur une variété pour cette utilisation et puis de la diversité ailleurs. Là, je pense que je partirai sur de la terrine parce que ça a du sens. J'ai commencé sur les poivrons aussi en plaque alvéolée, mais j'aurais dû peut-être faire de la petite terrine. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que j'ai fait à peu près 7-8 semis d'une petite dizaine de variétés. Et en fait, peut-être d'envisager un pot de 7 ou de 8 et le considérer comme une petite terrine afin de pouvoir gagner de la place, comme disait Michael, mais en même temps pouvoir avoir de la variété. C'est toujours un équilibre entre les deux. Sur la tomate, je vais faire, je pense 3 ou 4 semis de chaque variété, donc on va rester sur de la plaque. Mais peut-être que voilà, ça dépend du nombre de semis qu'on fait, de chaque variété. Moi, pour donner un ordre d'idée, je vais avoir à peu près 25 variétés de tomates. Donc je vais en faire, au final, il y en aura 2 plants de chaque au jardin. Pour assurer le coup, je ferai bien 3-4 semis de chaque. Mais voilà, sur la tomate, vu que je vais avoir 3-4 semis plutôt plaque alvéolée, peut-être que sur d'autres cultures, ou si je faisais à terme un peu de transformation plus importante, soit une vraie terrine, soit considérer un petit pot de 7 comme une petite terrine. Ça peut aussi être intéressant. Et vous les faites tous les semis en serre, à l'intérieur, dans le salon, dans le garage? Moi, ils sont dans une. Je fais ça les plaques alvéolées sont positionnées dans des bacs, et les bacs sont dans une chambre de culture, donc une petite armoire qui a été achetée avec des étagères et recouvert d'un revêtement qui réfléchit bien la lumière, et donc avec forcément des lumières artificielles. Pour les tomates, c'est uniquement durant les 18-20 premiers jours, c'est-à-dire entre vraiment le semis jusqu'à la croissance des plants. Et après, les plants, au bout de 20 jours, grand maximum, ils sont rempotés et mis en serre froide. Pour les poivrons piments, une méthode qui fonctionne très bien aussi, c'est d'abord de passer les graines au congélateur quelques jours, voire quelques semaines. On peut même les conserver au congélateur toute l'année. Et ensuite, au moment du semis, de faire tremper les graines. Donc moi, j'utilise des bacs à glaçons tout simplement, et dans chaque alvéole du bac, j'y place quelques graines d'une même variété, en prenant bien soin au passage de numéroter les alvéoles ou de mettre un système d'étiquetage à côté qui permet de ne pas se tromper après, et de laisser le bac à glaçons 24 à 48 heures près d'un radiateur, par exemple, vraiment une source de chaleur, ou dans la chambre de semis, dans mon cas, qui est chauffée aux alentours de 25-30 degrés en permanence pour les poivrons piments. Et au bout de 2 jours environ, la germination on voit déjà les germes sortir des graines, et toutes celles dont le germe n'est pas sorti du tout, ou que la graine est restée fine puisqu'elle gonfle au contact de l'eau, surtout tiède, je sais d'avance qu'elles ne germeront pas. Alors je ne les jette jamais, je finis toujours quand même par les mettre en godet. Par contre, si je vois qu'il y a des alvéoles qui étaient remplies d'eau, dont toutes les graines n'ont ni germé ni gonflé, là, dans ces cas-là, je sais d'avance que ça ne sert à rien de les mettre en terre.
Et donc ça permet vraiment de booster. Mais dans tous les cas, le semis de poivron piment nécessite une source de chaleur quand même d'au moins 25 degrés pendant plusieurs jours consécutifs pour que la germination soit idéale, quelle que soit la méthode de semis. Donc la méthode du radiateur et du poêle fonctionne très bien, mais il faut veiller quand même à ce que la nuit, souvent, les radiateurs et les poêles fonctionnent moins. Donc la chute de température nocturne peut interrompre et stopper la germination. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais cette méthode pré-germinative vraiment de congélation, puis tremper les graines pendant jusqu'à 2 jours, permet vraiment d'augmenter le taux de réussite. J'ai Ok. une question par rapport à ça, Benjamin. Est-ce que c'est plus sur l'aspect quantité de graines qui vont germer ou sur l'aspect rapidité de germination? Tu vois les deux facteurs que Oui, je. on va jouer clairement sur les 2. Ok. Mais en fait, le plus frustrant sur les poivrons piments, en effet, c'est dans la méthode plaque alvéolée que j'utilisais jusqu'à il y a 2 ans, c'est qu'en effet, on se retrouve avec des germinations qui sont, dans le meilleur des cas, on va dire, une bonne moitié vont germer en quelques jours à 25-26 degrés, mais il n'est pas rare d'avoir des poivrons piments qui germent jusqu'à 20. J'ai même déjà eu 1 mois Moi, après j'ai eu les un mois. germinations. Et ça, c'est pas anormal parce que c'est voilà. Et donc cette hétérogénéité vraiment de semis, la seule manière on a réussi à trouver, parce que dans l'association on est plusieurs à le faire, pour accélérer et avoir une plus grande homogénéité de germination, c'est cette méthode vraiment de passage au congélateur et vraiment après de les laisser tremper dans l'eau tiède. Donc on gagne et en temps de semis et aussi en qualité, en pourcentage de germination, il est un peu plus élevé. Après le pourcentage, il faut l'avoir en tête, de germination du poivron piment, moyen, est autour de 70 dans le meilleur des cas. Même d'un point de vue réglementation européenne, quand on achète des graines de poivron et de piment, voilà, chez un professionnel qui a même le passeport par exemple et qui est suivi, on lui demande un taux de germination pour les poivrons piments qui soit autour de 70. Donc preuve que Ça c'est marche pour moins ça que les qu'il faut tomates. éviter de semer qu'une seule graine pour les poivrons piment. Alors que le taux de germination pour les tomates, la réglementation tourne autour de 85 à 90 de germination, ce qui est beaucoup plus. Et pour la tomate, du coup, tu fais pas ce process? Non, Si j'ai pas bien du tout, compris. parce que la tomate, là, pour le coup, on a une germination qui est très majoritairement homogène. Et là, par contre, la température de semis dans la chambre diminue. Enfin, là, je la mets aux alentours de 23-25 degrés. Et là, on a une germination qui, les plus rapides germent. Je crois que le record que j'ai eu, c'est 28 heures. Vraiment, pour certaines variétés très précoces et naines. Voilà, le dimanche matin, la graine était semée. Le lundi, en fin de matinée, il y avait déjà des graines de sortie. Sinon, dans des conditions optimales, la graine de tomate, vous allez avoir une majorité qui vont être levées au bout de 5 jours. Enfin, une bonne quantité au bout de 5 jours. Et au-delà de 10 jours, en revanche, là, ça devient c'est encore possible. Mais au-delà de 10 jours, là, au bout de 10 jours du moins, en tout cas, votre taux de germination global doit dépasser les 90. Sinon, c'est qu'il y a soit des conditions qui ne sont pas très optimum et ce n'est pas forcément grave, mais plus on retarde la germination, plus on augmente le risque de fonte de semis, d'échec. Et donc la tomate, non, c'est beaucoup plus homogène. Donc il n'y a pas cette méthode de stratification par le froid au préalable qui est nécessaire. Voilà, elle n'est pas forcément nécessaire. Par contre, on peut utiliser le froid pour conserver les graines plus longtemps, chose que je fais chaque année après la récolte des graines. La minorité des graines qui me restent qui ne sont pas parties en ensachage, j'essaye de les conserver au frigo ou au congélateur pour pouvoir les conserver plus longtemps que les 5 ans en moyenne que l'on estime de pouvoir germinatif d'une graine conservée à température ambiante. La congélation permet de prolonger, je ne vais pas dire indéfiniment, mais on parle de décennies. De mon côté, je suis aussi pour la germination en intérieur dans un meuble à semis intérieur chauffé, éclairé. Alors chauffé, pour le moment, j'ai qu'un petit tapis chauffant
qu'on peut acheter voilà, un peu partout, qu'on branche. Donc la zone est très petite. Avec un petit thermomètre, thermostat connecté, enfin pas connecté, mais thermostat qui donc déclenche tout seul la chauffe et coupe la chauffe à une certaine température, on peut régler les plages. Euh, donc ça, vraiment pour la levée, avec un petit éclairage. J'ai la chance d'avoir une véranda, donc par la suite, les semis passent en véranda, donc avec des grandes surfaces vitrées pour le coup. Plus frais que la maison, comme c'est une véranda, ce qui est plutôt bon parce que j'imagine qu'on l'abordera peut-être après sur le développement, mais c'est toujours un rapport quantité de lumière-température qui est important et les 2 facteurs, se regardent l'un et l'autre. Avec une petite lumière d'appoint ici, une rampe LED d'appoint pour la véranda et ensuite selon la place, le timing et cetera, ça peut partir en serre froide, standard, donc sans éclairage supplémentaire. Heu, une grande serre tunnel, heu, ça peut partir là-bas ou ça part directement en plantation, ça dépend vraiment du timing. Mais j'ai ces 3 étapes-là, heu, voilà, qui permettent de gagner du temps, surtout pour la levée, et puis après la véranda qui va surtout gérer les histoires climatiques. Ça veut dire que j'ai beaucoup moins de manutention à faire une fois qu'ils sont dans la véranda. On est hors gel, on est quand même avec une lumière extérieure importante parce que c'est vitré, même si j'ai la lumière d'appoint, et j'ai pas à balader les semis. Il faut les sortir quand il fait soleil, les rentrer quand il fait, frais ou tout ça, ou pour la nuit et cetera. Donc ça, quand on commence à avoir un petit peu de volume, ça fait quand même de la manutention. Heu, donc je fonctionne comme ça, hem et puis, ma foi, pour le moment, ça j'en suis satisfait, ouais. Alors moi, j'ai un système assez simple, assez rudimentaire, mais moi j'aime quand c'est simple et efficace. Donc j'ai mis des tréteaux et une grande planche en plein milieu du salon. Alors je réquisitionne le coin Lego de mon gamin pendant 3 mois. Et puis j'ai tendu une corde à linge pour mettre deux barres LED pour faire, j'ai environ 2 mètres carrés de planches et de semis. Alors chez moi, j'ai de la chance, j'ai une maison qui est particulièrement bien isolée. Moi, j'habite en Suisse, donc chez nous, il fait froid, donc les maisons, elles sont en général bien isolées. Mais par contre, chez moi, le problème, c'est que je suis dans une région à brouillard. Et alors aujourd'hui, ça se voit pas, il fait beau, mais genre c'est rarissime. Donc chez moi, il y a vachement de brouillard et donc il faut une lumière d'appoint. Sans la lumière d'appoint, au mois de mars, ça marche pas. Et, donc moi je fais les semis en plaque et puis j'attends 4 semaines. À partir de 4 semaines, je les mets en pot, en godet de 7. Et puis à ce moment-là, ils vont sur le balcon et ils restent sur le balcon encore 4 semaines avant d'être mis au jardin. Donc j'avais une serre l'année passée, mais là cette année j'ai plus de serre. Donc je vais naviguer entre le salon et le balcon. Et après, bah voilà, s'il y a au mois d'avril des grosse chute de température, ben c'est bon, le bas de combat, tous les soirs, je dois tout rentrer dans l'appart pour éviter que ça gèle. Et sur ton balcon, tu les abrites pas plus que ça, non? Tu as pas Non, non, une non, bâche par-dessus, ils prennent un petit peu le frais et ça leur fait pas de mal. Ça les rend bien trapus et puis surtout, ils prennent la lumière parce que C'est même l'inverse. quand on fait les semis en serre, en serre sous lampe, le gros problème, c'est que souvent, si on les adapte pas aux UV, dès qu'on les met dehors, ils prennent des coups de soleil. Et sur le balcon, ils ont 5-6 heures de soleil direct. Et du coup, ça les habitue progressivement au plein soleil quand je les mets au jardin. Et d'ailleurs, une des idées reçues, c'est de croire que les lampes, même spéciales horticoles, ce sont des lampes UV. Mais pas du tout, hein. Les lampes UV, c'est strictement réglementé. Les lampes dites horticoles, c'est juste un spectre de lumière qui reste dans le domaine du visible, enfin que le soleil nous envoie. On est juste dans des longueurs d'onde très précises de germination, mais on n'est pas non plus dans le rayonnement UV. En effet, le risque, c'est de sortir ces plants qui sont restés
plusieurs semaines à l'abri du soleil, bien au chaud sous des lampes horticoles et qui se retrouvent à l'extérieur en plein soleil. Et ça m'est déjà arrivé, hein, on peut avoir une véritable chlorose en moins de 12 heures, une journée suffit. On se dit voilà, premier bain de soleil du mois d'avril, et là c'est la cata, tous les plants blanchissent parce que justement ils ont littéralement pris un coup de soleil. Donc en effet, la méthode de semis intérieur, moi quand je les mets après à l'extérieur, c'est uniquement sous serre, et la serre est un voile, naturellement une filtration des UV. Mais peut-être éviter le plein soleil quand on sème en intérieur, c'est mieux d'éviter le plein soleil dans un premier temps, et d'abord plutôt les mettre soit mi-ombragés, mais qui prennent la lumière du soleil déjà pour s'y habituer. Ça, c'est hyper important. Moi, ce que je fais des fois quand j'ai pas eu le temps de les laisser assez longtemps sur le balcon, qu'il n'y a pas eu assez de lumière, je les mets au jardin, mais je vais pas les planter, je vais mettre tous les pots à la queue leu-leu, et puis je mets un voile par-dessus. Et je les laisse avec un P17 pendant 3-4 jours, une semaine, avant de les planter de manière individuelle dans leur endroit définitif, et sans le voile. Parce qu'une fois qu'ils sont sur le piquet et tout, de mettre le voile par-dessus, c'est une galère sans nom, donc je les groupe et je les habitue au soleil comme ça. Il y a une histoire aussi que j'ai pu lire. J'ai jamais fait l'expérience, moi, avec mes propres plants, mais peut-être vous avez un retour là-dessus, sur le côté structurel de la plante, qui, si elle se fait bouger par le vent, va se renforcer en termes de tige, on va dire, et devenir beaucoup moins cassante que si elle a jamais été exposée à des mouvements d'air. Donc, ça faut peut-être aussi être vigilant par rapport à ça. Si on est vraiment en intérieur dans une atmosphère très protégée, où il y a pas du tout de mouvement d'air ou très peu, même si on est censé avoir un petit peu de ventilation, dans les meubles à semis et cetera. Bon, mais si c'est un jour de grand vent, par exemple en extérieur, peut-être penser à ça pour pas se retrouver avec des plants qui cassent, ou alors arriver à les habituer petit à petit, ou enfin voilà. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un élément à garder en tête. Moi, ça m'est jamais arrivé pour le moment. Bah, disons que c'est valable pour la majorité des végétaux, mais heureusement, on est face à une espèce qui tolère très très bien les erreurs. Là, pour le coup, la tomate est elle est assez, contrairement aux idées reçues où on se dit ah là là, c'est très fragile d'un point de vue maladie, mais ça c'est un autre point. Mais en fait, c'est très difficile de vraiment louper ces semis quand on a vraiment de base, quand on a les tenants et aboutissants. Et oui, c'est vrai que le passage de semis intérieur à l'adaptation extérieure, l'idéal, c'est de le faire progressivement. Et cette notion de tige cassante, oui, elle est véridique. Un truc qui aide pas mal aussi pour avoir des plants qui soient courts sur pattes et assez trapus avec des tiges, des belles tiges, c'est justement de gérer déjà sur la lumière, d'avoir une lumière qui est suffisamment puissante avec un spectre qui est adapté à la croissance. Donc c'est un spectre qui va être plutôt qui va plutôt tirer sur les bleus que sur les oranges, et d'avoir la lumière qui est vraiment au plus bas possible des plants. C'est ça qui les aide vraiment à rester trapus et pas à monter pour aller chercher la lumière. Et puis, autre chose aussi pour éviter d'avoir les plants qui s'étiolent, l'autre facteur sur lequel on peut jouer, c'est la température. Avec une température plus fraîche, ça donne des plants souvent qui sont plus trapus. En tout cas, ça les empêche de s'étioler. Alors, en chambre de culture, je chauffe à 23-25 degrés juste le temps du semis. Et dès que l'ensemble des graines a germé, le chauffage est coupé. Et du coup, il fait entre 15 et 22 degrés. Et c'est entièrement suffisant puisque ça évite. Voilà, la chaleur est uniquement nécessaire pour booster le semis dans un premier temps. Mais en effet, après, le gros risque est plus on chauffe, plus il faudra éclairer. Et c'est ce que beaucoup observent avec cet effet d'étiolement des plants qui n'est pas irrattrapable jusqu'à un certain point. Voilà, au bout d'un moment, le plan, donc il faut en effet veiller. Et aussi la date de semis. La date de semis ne doit pas être trop tôt dans la saison puisque on voit chaque année des semis de tomates. Alors tout dépend des objectifs, hein, mais moi, traditionnellement, je considère la date de 7 semaines à environ nécessaire entre le moment du semis et le moment de la plantation. Et ce délai peut même raccourci
Si on a une date de plantation qui est autour du 20-25 mai, on peut très très bien semer aux alentours du 10-15 avril. Je le fais chaque année. Il n'y a qu'à voir aussi des fois les plants. Il reste toujours des tomates qu'il y a au sol, dans la serre ou dans le jardin qu'on n'a pas ramassé, qui est tombé, et qui peuvent germer. Et des fois, elles germent très tard. On les voit germer. On voit un petit plant de tomate qui a poussé tout seul fin avril, début mai, voire même des fois au 15 mai, il est en train de germer et il va rattraper quasiment à vitesse grand V tous ceux qu'on a semés soi-même, qu'on a sélectionnés. Donc, en effet, pour éviter tous ces problèmes de plants pas robustes, de plants que l'on a du mal à tenir jusqu'à la plantation, l'idéal, c'est de se dire, voilà, je compte planter à telle date et de prévoir environ 7 semaines, grand maximum, avant la plantation. Donc, toi, Michael, ça fait à peu près 8. On est à peu Ouais, près moi je compte 8. c'est ça, tu comptes 8. Mais voilà, 7-8, mais voilà, des semis de février pour une plantation pas avant mi-mai, en revanche, c'est prendre des risques. Voilà. Et peut-être prendre des risques, ou en tout cas, si on est équipé, c'est pas prendre des risques, mais c'est peut-être du coup utiliser aussi de l'énergie pour rien, puisqu'on va pas se mentir, hein, l'éclairage artificiel, même si aujourd'hui les LED, il y a ont une très basse consommation, hein. J'ai le calcul l'année dernière pour 500 plants, je dois être aux alentours que pour les tomates, hein. Les poivrons, piments, c'est un peu plus dans le temps, mais poivrons, piments, pour faire 500 plants, je dois être aux alentours de 25 ou 30 euros d'électricité nécessaire durant les 3-4 semaines, parce que comme j'ai beaucoup de plants, ça me fait pas mal d'étagères à semis à éclairer. Je dois être à peu près à 200-250 watts de LED pendant quasiment 3 semaines, vu la quantité. Mais à la fin de ces 3 semaines-là, tout est coupé, les plants sont à l'extérieur, et donc ça me coûte entre 20 et 25 euros. Mais si je les avais semés en février, que je les avais fait durer vraiment dans le temps, là, ça coûterait plus cher et pas forcément nécessaire, parce qu'après, ça rattrape, mais vraiment. C'est ce phénomène vraiment où des fois, 5 semaines d'écart entre les semis, ça nous amène des fois à qu'une semaine d'écart sur la récolte, parce que les derniers semis ont rattrapé les premiers finalement. Donc moi, j'avais fait le Ouais. calcul, pour 100 watts, ça coûte 8 euros par mois. Donc, Oui, si vous c'est avez ça, plus que 100 25, watts, voilà. c'est le double. Et puis, Ouais, si c'est vous ça. avez 50 watts, ça fait 4 euros Ouais, par c'est mois. ça. Sur 3 semaines, 250 watts, j'en ai 25-30 euros. Voilà, c'est ça. On est dans les mêmes ratios. Oui, c'est à peu près ça. Et Ouais, je pense qu'une saison, j'essayerais de quantifier cette histoire de décalage de semis et d'en faire, un, bien en avance, peut-être, mi-janvier, fin janvier, de toute façon, sur, c'est les, alors, il faudrait essayer de voir sur 2-3 variétés de tomates, parce que c'est pareil, on a toujours ce foisonnement par rapport à la variété, j'imagine, qui va nous donner des résultats différents. Mais en prendre 2-3, en faire un fin janvier, mi-février, début mars, mi-mars, début avril, pour, essayer voilà, suivre vraiment précisément l'évolution, voir les décalages de développement, la tronche que ça a, et cetera. Heu, Après, oui, oui, on entend quand même beaucoup, ce côté que ça sert à rien de trop anticiper. Parce que de toute manière, les conditions de développement de la plante, voilà, il faut qu'elle soit là au moment où au stade de croissance, C'est que moi, de toute voilà, lui façon, chez corresponde, moi, quoi. avant mai, c'est risqué de planter, même sous Mmh mh. serre. Et alors, on le fait sous serre, mais on doit mettre des P17, et puis c'est des stress pas possibles, parce qu'en avril, il gèle tout le temps. Tous les ans, il gèle chez nous. En mai, ça dépend des années. Et par expérience, le but, c'est toujours de faire les semis tôt pour avoir des tomates plus tôt. Mais au final, les tomates plus tôt, perso, ça n'a pas de goût, et je trouve ça un peu tristouille. J'ai toujours, je suis comme tout le monde, j'ai envie quand j'arrive au mi-juin, j'ai envie de manger des tomates. Mais le maximum que j'ai eu, moi, c'était des tomates, ouais, à la mi-juin. Mais les tomates de mi-juin, c'est comme bon, les tomates du mois de novembre, quoi. souvent, c'est des variétés en plus précoces qui sont pas forcément les meilleures gustativement. Mais On est juste content parce que c'est des tomates, mais en fait, voilà. Mais de toute manière, là, ce que l'on dit, mais, enfin, voilà, quand je dis le rattrapage, c'est l'expérience. Et c'est vrai qu'il faut, enfin, ouais. vraiment, on encourage vraiment à faire le test, hein. Moi, si je l'affirme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 15 ans, pendant 3-4 ans d'affilée, j'ai fait mes semis
mi-février, le 15 février, je les avais fait dans ma serre et puis ça marchait très bien. Mais en fait, je me rends compte que je me cassais la tête pendant plusieurs. Il y avait une végétation des plants et j'avais plus de pertes aussi, puisque forcément, on a plus de chances de zapper un jour de gel qui sont plus récurrents en mars qu'au mois d'avril. La serre, on des a. bestioles. Ouais, c'est ça, on a oublié d'ouvrir la serre, par exemple, et du coup, ça chauffe, ça monte à 40 et hop, on perd la moitié des plants. Enfin, j'ai déjà eu des années comme ça. Alors que depuis que je sème assez tardivement, enfin, je veux dire, je sais que très bien, voilà, une fois à peu près 7 semaines entre la plantation et voilà, franchement, il faut faire l'expérience. Il y a qu'en faisant l'expérience et en voyant les difficultés que l'on rencontre entre des plants. Des plants semés précocement et des plants, enfin des semis précoces et des semis plus tardifs qu'aujourd'hui, voilà, chaque année, jusqu'à l'année dernière, je repoussais d'une semaine le semis. Là, par exemple, cette année, il est prévu le premier week-end d'avril. Voilà, je ne semerai pas les tomates avant le premier week-end d'avril et au 15-20 mai, ils seront, enfin au 15 mai, voilà, le pont, je crois qu'il y a un long week-end à ce moment-là. Aux alentours du 15 mai, ils seront plantés et ils feront 30-40 cm sans souci. Ils seront bien trapus parce que je sais que c'est une période où la croissance est plus rapide, tout simplement. Là où avant, pour la même période, je semais au mois de février. Voilà. Puis après, oui, voilà, ça dépend de avec serre, pas serre, quel climat. Oui, tout dépend des plans de. Après, ouais, voilà, j'ai aussi un taux de semis minoritaire. Hein. J'ai toujours des kamikazes que j'appelle chaque année où je plante fin mars, début avril, avec zéro protection. Enfin, si, je mets quand même, si j'y pense, un voile, etc. Mais après, c'est au petit bonheur la chance. S'il gèle, tant pis. Mais ce sont des petits plans que je mets d'avance. Chaque année, je le fais. Pendant 2 ans consécutifs, ils sont tous morts parce qu'il y a eu un coup de gel. L'année dernière, ça s'est passé. Voilà, on a frôlé des gelées avril, mai et c'est passé en serre. Et j'ai pu récolter des tomates fin juin, début juillet, mais c'est rarement plus tôt. Et ça me convient parfaitement. Enfin, en tout cas, en effet, je suis d'accord avec Mickaël sur le côté gustatif des plants semés trop tôt, franchement. Ouais. Et toi, comment tu gères la température dans la serre? Alors, Tu as du froid ou du chaud, tu ouvres, mais pour le froid. L'avantage, le gros avantage, c'est depuis que j'ai une serre d'environ un peu moins de 100 mètres carrés. Donc, le gros avantage, c'est que déjà, il y a une inertie thermique qui est moindre par rapport à des petites serres de 18 mètres carrés, ce qui est, je pense, le plus courant chez les particuliers. 18 mètres carrés, une serre qui n'est pas fermée, on peut monter à 50, 55, hein, très facilement, arriver au mois de mai-juin si elle est totalement fermée et qu'on oublie. L'autre avantage, par contre, pour le froid, en effet, c'est que il y a différents types de techniques. Celle que j'ai pu tester quand j'avais une petite serre, c'est d'avoir des tonneaux. Je disposais 4-5 tonneaux dans la serre que je remplissais d'eau. Et ça permet, pour les petites gelées, aux alentours de moins 1 degré, alors ça, c'est clairement une question de physique. En fait, quand l'eau va geler, il va y avoir. Il va jouer le rôle de tampon dans la serre. Et donc, ça, il n'y a pas de consommation électrique. Et le fait d'avoir comme ça des tonneaux dans la serre, même à moins 1 degré, on peut éviter que les plants gèlent. Sans protection, parce que l'eau va jouer le rôle de tampon. Sinon, je mettais des voiles de P17, hein, tout simplement. Et j'ai quand même vu la quantité de plants, 600 plants, dans ma grande serre de 600 mètres carrés. En fait, je tire une corde et je leur fais un rideau vraiment de P17. Et j'ai un petit chauffage soufflant d'appoint avec un petit thermostat dont le thermomètre pend comme ça au-dessus des plants. Et il se déclenche à 3 degrés. Le chauffage se déclenche et il se coupe dès lors que ça revient à 3 degrés. Donc j'ai un chauffage d'urgence, mais sinon, le P17, en tout cas dans les Hauts-de-France, on a de moins en moins de fortes gelées arrivées au mois d'avril. Donc du coup, j'ai rarement eu, j'ai pas eu de pertes durant ces dernières années, puisque au moment du rempotage, on est déjà au 20 avril, et le fait d'avoir un rideau de P17 et ce petit chauffage d'urgence
qui s'enclenche. Je crois que l'année dernière, alors j'ai une prise, ça coûte vraiment pas grand-chose, hein. Vous avez ça dans les enseignes de discount ou même chez Aldi, Lidl, ils en vendent chaque année les petites prises qui permettent de connaître la consommation électrique. L'année dernière, je dois, pour les 600 plans que j'avais, je dois avoir peut-être 3 heures de fonctionnement cumulé sur la période entre le 15 avril et le 15 mai, qui a été nécessaire pour pallier à ces basses températures. Donc 3 heures, c'est rien. C'est un chauffage qui Quelques fait centimes, ouais. voilà, ça fait, alors c'est un 2000 watts le chauffage, donc voilà, à hauteur d'une quinzaine de centimes le kilowatt, ça a dû me coûter du coup moins d'1 € de chauffer. Parce que, mais après le P17 est quand même très efficace. Et ça, je pense que c'est vraiment du matériel indispensable à avoir. C'est un voile de P17, c'est hyper durable s'il prend pas l'humidité, si on le range bien chaque année, voilà, on le replie. Moi, mon P17, je crois qu'il a 7-8 ans, quoi. Je l'utilise depuis 7-8 ans et c'est aucune énergie de dépense. Et tu mets tes godets à même le sol, sur la terre Non, directement non, pour le coup, ou non. J'ai testé plusieurs méthodes. Alors moi, j'ai beaucoup de problèmes à avoir aussi du fumier, mais ce qui marche aussi très bien, une technique pour réchauffer les serres, c'est du fumier bien frais, bien tassé, bien arrosé. Le fumier va dégager une chaleur, ou du terreau aussi, ça fonctionne à moindre mesure, mais ça fonctionne. Quand je me suis fait livrer du terreau l'année dernière, début avril, je le mettais dans la serre. Chaque jour, quand j'arrivais dans la serre, il y avait une chaleur, enfin ça se voyait, hein, il y avait de la fumée qui se dégageait. Et ça permet aussi de temporiser la température, hein, les couches chaudes à base de fumier bien tassé et bien humide. Faut Ouais, c'est savoir que comme ça qu'ils faisaient les anciens, hein. ah bah oui, et dans l'association, voilà, on est 3-4 et je sais qu'il y en a un des 4 qui l'utilise encore cette technique-là dans sa nursery. Alors on a quand même un câble chauffant parce que on a quand même il y a quand même un enjeu derrière, hein, une perte de plan derrière, ça nous permet il y a plein de projets qui peuvent tomber à l'eau, donc on évite. Mais vous prenez du fumier très frais, vous le tassez, un thermomètre au centre du fumier bien tassé, vous montez pas loin de 80 à 85 degrés, Ça hein. ça monte à Ça, 70-80 degrés, ça hein. peut monter très 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 haut. Donc du coup, sur une petite surface de 12-18 mètres carrés, dans une serre, vous pouvez très bien largement avoir 5-6 degrés alors que dehors il fait -1, -2. Donc ça, c'est une autre technique. Mais j'avoue là, c'est plus à risque. Donc je préfère avoir le petit chauffage électrique d'appoint qui fonctionne très peu de temps, qui suffit. Alors Et nous, ouais, ce qu'on ouais, a fait l'année dernière qui nous a sauvé aussi les plans, nous, on a mis une serre dans la serre. On a oui, mis c'est une vrai que petite c'est. serre là, tu vois, justement, tu parlais là, les serres de 6-10 mètres carrés. Mmh. Et donc, on a mis une petite serre dans le tunnel. Et en plus, on a rajouté un P17. Et puis là, on a réussi à sauver les plans alors qu'il a fait -5 dehors, quoi. Mais on va dire les astuces de grand-mère pour éviter c'est en effet quand on a une grande surface de serre, bon bah de mettre une petite serre à l'intérieur. Mais si on se place auprès du jardinier lambda qui a une petite serre, je parle pas de ceux qui en ont pas parce que là du coup c'est plus compliqué et ça justifie, je pense, plus d'avoir des semis tardifs quand on n'a pas de serre parce que justement on n'a pas de quoi les protéger et le risque de gelée suivant notre région bien sûr est plus grande. Mais voilà, cette idée j'ai testé les deux, le terreau, enfin plutôt moi c'était le le compost bien tassé, bien frais, dégage une chaleur qui peut être suffisante ou la technique vraiment vous avez qu'à, enfin c'est tout bête, hein, si vous avez des tonneaux, des réserves d'eau chez vous et un jour de gelée, vous verrez, en général l'herbe ou les plantes qu'il y a vraiment au pied du tonneau peuvent ne pas être blanchis par le gel parce que justement le tonneau qui est à côté a temporisé un peu et ça c'est vraiment un petit phénomène physique qui permet de gagner jusqu'à 2-3 degrés d'après les études. Alors ça c'est ce que j'ai lu, mais ce que j'ai vu vraiment que j'ai attesté, c'est que en effet les végétaux qui sont proches des sources d'eau comme ça stagnantes, on peut facilement gagner 1 ou 2 degrés avec. ouais, si tu veux détailler un petit peu le procédé, physique derrière cette histoire de l'eau, pourquoi l'eau? Il y a 2 éléments, peut-être tu peux nous les Ouais, détailler, bah, je c'est tout je peux simplement y par aller, mais rapport aux caractéristiques physiques entre l'eau C'est et le l'air. changement d'état. Voilà, la l'eau a une capacité thermique capacité et thermique aussi, elle se le changement réchauffe d'état, ouais. plus lentement, elle se refroidit plus lentement et donc voilà,
lorsqu'il y a une chute des températures, cet échange qu'il y a thermique fait en sorte que du coup, ça préserve une température un peu plus élevée autour de l'environnement du tonneau et qui peut donc prévenir des petites gelées. Alors bien sûr, on parle des petites gelées de fin avril, début mai, où on frôle les -1, 0. Des gelées à -3, -4, vous n'aurez rien, il n'y a rien de plus efficace que soit les P17, qui peuvent vraiment être efficaces. Et quand on commence à atteindre les -2, -3, là, le petit chauffage d'appoint, il est quand même nécessaire. Ouais, en fait, il faut se rappeler que une réserve d'eau, c'est une super batterie d'énergie, quelque part. Exactement. Hein. On peut stocker énormément de calories dans de l'eau. C'est Mm. ce Tout qu'on à peut fait. se rappeler. Pour finir un petit peu avec le matériel, au niveau du terreau, vous utilisez quoi, vous, comme terreau, hein? Est-ce que déjà vous utilisez du terreau à semis et Oui. du terreau de rempotage ou vous faites tout avec la Alors, même chose? moi, j'utilise le terreau à semis parce que quand je faisais un peu moins de plants, j'utilisais du terreau de rempotage que je tamisais pour l'avoir très fin. Mais là, comme j'ai une quantité un peu plus élevée, le terreau à semis est nécessaire, franchement. Moi, j'utilise 2 marques. Alors, tout simplement, j'en ai testé plusieurs, mais ce sont des marques assez reconnues et que je peux avoir très facilement par le biais de revendeurs locaux. C'est la marque Agrofino pour le terreau à semis. Et le revendeur local qu'il y a ne fait pas la marque Agrofino pour le terreau de rempotage, mais que j'ai pu déjà tester, qui est très bien. Et du coup, je suis sur la marque Osmo, une marque belge au niveau du rempotage. Et voilà, ce sont des terreaux de qualité professionnelle et qui sont surtout, en plus d'être une qualité homogène surtout, puisque l'inconvénient de certaines marques ou de sous-marques, c'est l'homogénéité de la qualité du terreau. Et là, pour le coup, que ce soit Osmo ou Agrofino, on est sur 2 qualités assez homogènes et qui me conviennent parfaitement pour la croissance de toutes sortes de plantes, hein, que ce soit des fleurs, ou tous les légumes potagers que je sème. Ouais, de mon côté, je suis encore sur le terreau tamisé pour le semis. Et on posera la question aussi après vraiment pour cette étape de semis parce qu'on pourra discuter du côté, fibre de coco, il y en a qui le font aussi en substrat que j'appellerais inerte, enfin qui contiennent pas d'éléments nutritifs. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, par la suite? Mais sinon, ouais, terreau tamisé pour le moment, pour le semis, et ensuite, terreau de rempotage, quand je les passe sur des godets. J'ai pas vraiment de marque pour le moment qui sortent du lot. J'ai toujours essayé de regarder un peu les étiquettes en grande surface, en jardinerie, en magasin agricole, en ce genre de choses. Je trouve que la difficulté dans ce que j'observe, c'est d'avoir des revendeurs qui vont revendre les marques que vous allez aimer ou la référence que vous allez apprécier. Ce qui fait que c'est peut-être des dynamiques très locales, parce que se faire livrer du terreau par internet, ça a pas vraiment de sens en termes de frais de port et tout ça. Donc ça va dépendre de quels sont les magasins autour qui peuvent fournir du terreau et d'être capable sur une lecture d'étiquette, pour comparer des références. Hem, donc voilà, cette année, je vais être sur terreau tamisé pour les semis et ensuite, j'ai récupéré 2 sacs de bio Bisol Mix. Donc je vais faire une partie de rempotage avec ça et ensuite, je sais pas pour la suite s'il m'en manque, je sais pas encore ce que je prendrai. Il faut que je fasse un petit peu le tour. Mais voilà, chaque année, j'ai pas encore ma référence, par rapport aux fournisseurs que j'ai autour de chez moi. Alors moi, pendant des années, je faisais mon terreau moi-même. Je prenais du terreau, peu importe, du bas de gamme, pas cher, et puis je rajoutais de la perlite et je rajoutais du compost à l'intérieur. Alors ça marchait très bien, mais il y avait quand même un problème de constance. Avec des fois, ça marchait mieux que d'autres, et puis des fois, surtout avec le terreau bas de gamme, il y a souvent des larves de mouches de terreau à l'intérieur. Et ça, après, dès que t'en as dans la maison, t'en fous partout. Moi, je fais les semis dans le salon en plus, pas dans une box, mais dans un lieu ouvert. Donc, il y a les mouches de terreau qui sautent dans mes plantes d'appartement. Vous voyez, j'en ai plein derrière.
Donc après, c'est méga dur à s'en débarrasser. Et jusqu'à l'été, jusqu'au moment où j'ai les fruits, j'ai les tomates, j'ai des moucherons de partout. Donc j'ai arrêté ça et j'ai testé des terreaux de gros shops, hein, donc les magasins de jardinage d'intérieur, on va dire. Et j'ai été surpris par le résultat. Juste, ça pousse, mais tellement bien. Et donc, j'ai commencé à l'utiliser pour faire les semis de tomates. J'ai commencé à l'utiliser aussi dans mes projets dans les écoles. Et quand je vois le résultat des plants des enfants de 6-7 ans qui sont pas les gens les plus soigneux du monde, ils arrivent à me faire des plants, mais qui sont plus jolis que ceux que tu trouves dans les jardineries, ou au moins aussi beaux. Et donc j'en ai essayé tout plein et je dois avouer qu'en vrai ils se valent tous, hein. J'ai essayé le Plagron, le Plagron, le Calsman ou Classman. Et là moi je suis resté sur la marque BioBiz que je trouve qui est plutôt bien. Enfin en tout cas je sais pas si c'est mieux que d'autres. En tout cas moi ça me convient. Et je prends le All Mix et je me prends plus la tête avec les semis terre à semis, terre de rempotage vu que je fais en plaque alvéolée. J'ai pas besoin de les séparer, donc je peux garder un truc assez fibreux et je fais mes semis direct en plaque alvéolée dans du terreau de rempotage. Et le rempotage, je le fais avec le même terreau de rempotage. Comme ça, j'ai un seul sac, une seule marque, une seule référence. Et je fais tout avec, et pas prise de tête, et c'est ultra efficace. De toute façon, il n'y a pas vraiment le terreau à semis. Ce qu'on appelle terreau à semis, c'est simplement, il faut que votre terre, elle soit suffisamment, elle soit pas trop épaisse, elle soit fine, qu'il n'y ait pas de gros morceaux qui se mettent à l'intérieur et qu'il y ait une capacité de rétention d'eau assez importante. Pas que une fois que le terreau est sec, que quand vous versez de votre goutte d'eau, vous voyez que limite c'est devenu imperméable. La goutte d'eau, elle va glisser sur le terreau et tomber sur le côté, voire même rétracter. J'ai déjà vu du terreau tellement de mauvaise qualité que dans mes alvéoles, le terreau se rétractait Mais ça touche plus par les bords, ouais. sécheresse, ça touche même Ouais. plus les bords et comme il avait plus cette capacité de se réhydrater, on verse l'eau et l'eau elle tombe carrément autour et donc voilà, ça c'est du mauvais terreau, mais c'est vrai qu'un très beau terreau de rempotage peut très bien faire l'affaire avec du semis. Après, si vraiment il y a un peu plus de morceaux, on peut tamiser, tout simplement un petit tamis du terreau de rempotage et puis mais le terreau de semis en soi, il n'est pas obligatoire, en effet. Pour moi, vraiment, le gros intérêt du terreau à semis, c'est pour semer en barquette et pour pouvoir séparer les plants délicatement. Oui. Et pour moi aussi, un des avantages que j'ai trouvé à faire les semis directement dans du terreau de rempotage, c'est qu'il y a suffisamment de nourriture dedans pour les laisser le plus longtemps possible en Ça plaque joue aussi. alvéolée. Et moi, je vais les laisser 4 semaines en plaque alvéolée jusqu'au moment où ils aient 4 vraies feuilles. Donc en général, tout le monde fait des grands yeux comme ça, où il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de rempoter à partir du moment où il y a 1 ou 2 feuilles. Parfois même au cotylédon. Même au cotylédon, moi j'attends fois. vraiment le dernier moment parce qu'en fait, quand c'est en plaque alvéolée, c'est assez compact. À partir du moment où je les rempote, une plaque alvéolée de 100, ben, ça prend vite 1 ou 2 mètres carrés quand c'est rempoté, alors que quand c'est en plaque, ben, ça prend 60 centimètres carrés, quoi. C'est clair. Je crois qu'on peut remercier les boutiques de jardinerie d'intérieur de nous mettre à disposition du terreau un petit peu enrichi, on va dire. Mais dans les recherches que j'ai fait cette année, je me suis penché un petit peu sur le sujet. Si on regarde que les étiquettes, effectivement, alors on peut trouver des bons terreaux aussi en jardinerie, mais j'ai remarqué aussi que ces éléments-là se décrochaient particulièrement du lot en termes de composition, d'engrais, ce genre de choses, quoi. Alors moi, après, ça me pose quand même des problèmes un peu éthiques. Je dois avouer que le terreau de gros shop, quand tu regardes la composition, il y a presque plus de pétrole à l'intérieur qu'il y a de terreau, quoi. C'est fibre de coco, tourbe, guano qui vient probablement pas de chez moi. Donc moi, je vais vraiment faire que les semis, ce que j'appelle les belles pièces, les aubergines, les piments, les tomates. Mais par exemple, je vais pas prendre ce terreau-là pour faire des salades ou des betteraves. Je vais Ouais, je suis prendre du d'accord avec terreau ça. un peu cheap, voire même de la terre de jardin avec du compost. Mm. Mais j'utilise pas du terreau un peu technique pour les autres légumes genre les courgettes, ça pousse n'importe où. Donc je m'emmerde pas à Courgettes, fouiller dedans j'en pour suis les devenu courgettes. à les semer en pleine terre directement. Donc voilà, directement. Ça marche très bien et voilà.
À part, si des fois un peu plus précocement, mais pareil dans du terreau ou du compost, fait maison. En effet, moi j'utilise uniquement le terreau comme ça, uniquement pour les tomates, poivrons, piments et aubergines qui nécessitent quand même, voilà, une bonne qualité de terreau quand même pour, c'est très gourmand, hein, de toute manière, hein. Mmh. Ce sont des légumes très, très gourmands. On peut pas dire que ce soit des espèces très endémiques, hein, à l'Europe. Donc sont quand même habitués à avoir quelque chose d'un peu plus riche. Étiquetage, je suis étiquette jaune plastique qu'on peut planter avec un trou dedans. On vous mettra une photo. Comme ça, je la plante dans les plaques ou la terrine, elle tient. J'écris dessus au crayon de papier, c'est ce qui crayon papier, crayon gris, crayon bois, selon votre génération, vous l'appelez comme vous voulez. Et heu et avec le trou me permet de l'accrocher à la ficelle du tuteur de la tomate par la suite pour que ça suive tout. Parce que si on commence à planter, dans le sol, directement au jardin, ça se perd, ça dans le paillage, dans le truc, le désherbage, le machin. Donc je l'accroche avec une petite ficelle à la ficelle qui tuteur, le plan. Et comme ça me suit tout du long. Non, le crayon en papier, c'est vraiment, le plus efficace. C'est celui qui s'efface pas, on a beau le C'est plonger dans l'eau, incroyable, hein, d'ailleurs. voilà, Ouais, on a beau prendre tous les feutres indélébiles, ils finissent toujours, toujours, toujours par, disparaître. Moi devant mon c'est un peu particulier dans le cadre associatif, on a une grosse quantité de plants, donc on a une étiqueteuse. Mais par contre, il m'arrive toujours de ne pas avoir imprimé certaines étiquettes et ce que je prends en effet, c'est les fameuses étiquettes. Alors vraiment, l'étiquette, telle que tu décrivais Hugo et comme toi, voilà, tout simplement, je mets le au crayon à papier, le nom de la variété, et en plus un numéro. Là, c'est une question d'organisation. Si je me retrouve plus avec un numéro qu'un nom quand ça sera utile pour la récolte, quand on récupère les fruits, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, en effet, le crayon à papier, c'est l'idéal. J'ai déjà testé, hein, auparavant de me faire des belles étiquettes en format, sur Word, de les imprimer, de les découper, de les plastifier et alors là, l'encre, pour les imprimantes, dès, 2 semaines de rayon UV, ça disparaît. On a beau les avoir plastifiés, l'eau elle arrive à s'infiltrer quand même et du coup, tout est Ça et on va, se ouais. retrouve à la fin de saison à savoir, plus, voilà, ce plan-là, c'est Et parce que c'est tu as beaucoup de grains de mystère, quoi, à la fin de la voilà, à saison. la fin, il y a beaucoup de grains de mystère, sauf que bon, c'est quand on fait un suivi des variétés, c'est un peu plus Ouais. compliqué et donc c'est pour ça aussi, puis devant la quantité, c'est pour ça qu'on a on a une étiqueteuse, mais sinon la bonne vieille étiquette, et surtout le crayon à papier, le crayon de bois, en effet, plein de noms, ça marche, mais très, très bien. Ouais, moi aussi, je suis un zinzin des étiquettes. Donc, c'est étiquette dans chaque alvéole et l'étiquette, elle va suivre le plan jusqu'à sa mort. Par contre, moi, j'ai les étiquettes, je vais les planter dans la terre au moment de la plantation. Et comme j'ai déjà eu le cas une fois des oiseaux qui m'en foutent partout et je retrouve des étiquettes dans les arbres, dans les nids d'oiseaux. Donc je fais un plan. Dès que j'ai tout planté au jardin, je fais vite un plan sur papier pour avoir un backup au cas où les étiquettes elles bougent. Mais c'est vrai que le coup des étiquettes avec la petite accroche, le petit trou pour la mettre sur le câble ou sur le tuteur, ça peut être aussi un bon truc, hein. Et le plan, c'est pareil, je le fais chaque année de manière à avoir un plan de secours et en fait, au-delà du plan de secours, le plan, en fait, il me permet, comme je mets entre environ 150 plans, quand je positionne mes variétés, de faire en sorte que toutes celles qui ont une croissance, plus petite, les décroissances à déterminer, enfin les ports déterminés, soient dans le même rang et cetera. Donc je construis le plan avant la plantation et ce plan, surtout, je le garde en cas de problème d'étiquette. Ça, c'est sûr. Et j'ai aussi ce que l'on a et donc c'est pareil, on l'a automatisé via l'étiqueteuse, mais jusqu'à encore il y a quelque temps, on le faisait à la main. Les étiquettes, il y a celles à piqueter et on vend aussi des étiquettes bracelets, tout simplement. On décroche et donc c'est pareil, on était là, au crayon à papier, à marquer, une par une et donc ça permettait de l'accrocher, alors, nous, dans ma serre, j'ai un système de fil Deltane avec sur le fil Deltane, ensuite, il y a les ficelles verticales, ficelles agricoles sur lequel le plant pousse et tout simplement, je viens fixer, le bracelet en haut du fil Deltane, au croisement entre le fil Deltane et le fil de horticole et ça permet qu'en passant dans les rangs d'éviter de me baisser, à chaque fois pour dire: «Tiens, c'est quoi comme variété?» Il suffit de lever la tête et de regarder le bracelet
Et ça évite que les oiseaux les prennent, parce que je l'ai eu aussi ce tour-là. Mais oui, le petit plan de secours, même si on a une dizaine de plants, si c'est l'objectif de vouloir garder quand même les graines pour les années d'après, voilà, c'est aussi une petite forme de rigueur. On prend un petit papier, on le laisse dans un tiroir, où on marque dans l'ordre tout simplement les variétés que l'on a semées. Au moins, on s'y retrouve plus et c'est moins frustrant que de se dire: «Oh purée, elle était bonne celle-là, mais je sais plus ce que c'est», et de plus s'y retrouver. Ok, alors justement, tu parlais des variétés et donc comment vous choisissez vos variétés parmi toutes celles que vous avez? J'imagine que dans ta serre, t'as pas la place pour mettre toutes les variétés que tu as dans ton congèle. Ah oui, non. Je dois avoir, à l'heure actuelle, je dois atteindre les 1000 variétés en ma possession. Il est clair que la capacité, de semis, en tant en termes de place que de temps, forcément, parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'après il faut penser à tout l'entretien des plants qu'il y a autour. Même si, la tomate reste assez autonome, il y a quand même des contrôles réguliers à avoir et puis la taille nécessaire, surtout en serre quand on plante serré. Et donc le choix des variétés, alors moi, ils sont en 2 temps. Si je me place quand même au-delà du travail associatif, il y a quand même une envie personnelle. Et donc là, c'est vraiment l'expérience qui fait que chaque année, quand, je découvrais des nouvelles variétés, soit elles me paraissaient vraiment excellentes et dans ces cas-là, elles rejoignaient mes incontournables. J'ai une trentaine d'incontournables, mais il y a sûrement plein d'incontournables que plein de gens ont, que je n'ai jamais goûté, qui mériteraient d'en faire partie. Donc voilà, j'ai à peu près une trentaine de variétés sûres que je mets chaque année. Et sinon les autres, ça dépend aussi des besoins de l'association. C'est clairement des besoins par rapport à ce que les gens nous réclament comme variété. Et donc, mais c'est bien parce que d'un côté, ça me permet Faire la découverte aussi, hein. voilà, de refaire des découvertes dans l'eau et d'avoir des très bonnes, découvertes. Mais voilà, et chaque année, j'essaye, il y a une trentaine de variétés que je fais depuis quasiment 15 ans consécutivement, qui sont incontournables. Je parlais de la sweet cream au début vraiment de notre échange, et ça, celle-là, il est hors de question que je ne la fasse pas chaque année. Et on en parlera sûrement dans un autre, épisode, mais c'est l'une des premières que je greffe aussi, donc pour être sûr de pas la louper et d'en avoir plein. J'ai même Non, ouais. carrément des bocaux de conserve de sweet cream. Voilà, à ce point-là. Un poster au-dessus de ton En lit, attention. version, ouais, limite, c'est ça. En version, tomate pelée, et on en a ouvert un, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, et ça, c'est un bonheur de la retrouver, voilà. Donc oui, le choix des variétés se fait surtout par expérience, et même si on a toujours envie d'en semer plus, et une plus grande majorité, ça, c'est dépendant de l'activité associative. Et tu fais pas d'aléatoire, non, des fois? Un petit jeu de fléchettes sur le Bah truc? non, 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 finalement non, alors des fois, alors ça m'arrive tout le temps, si chaque année, je prends, mes différents filtres, parce que pour la récolte des graines, moi je fais sécher dans des filtres à café avant de les transférer, je suis un peu à la bourre d'ailleurs, dans des sachets zip, et quand je dois retrouver le sachet, de la variété que je dois semer, des fois mes yeux tombent sur une variété en me disant: «Ah purée, c'est vrai que celle-ci elle est bonne aussi», et je me retrouve chaque année à en semer une quinzaine de variétés en plus qui n'étaient pas du tout prévues et qui finissent à l'extérieur, dans une rangée, à l'extérieur dehors. Et donc là, c'est pareil, là je me dis: «Bon bah ça poussera, si c'est malade, j'arrache», et là ça fait 2 ans consécutifs que ça réussit plutôt bien. Mais ouais. Ouais. Ouais, moi je fais un peu pareil. J'ai sur 100 variétés que je vais planter. Donc moi j'ai 500 variétés, mais sur notre site on en a 300 qu'on propose à la vente des graines. Et j'essaye de faire un tournus sur 3 ans de 100 variétés chaque année. Et en me disant que je peux pas reproduire et sauver toutes les variétés. En tout cas, c'est pas ma volonté. J'essaie de faire du tri au fur et à mesure des années, et celles qui sont un peu à doublon ou moins bonnes qu'un équivalent, au bout d'un moment, je les fais plus. Et pour moi, en termes d'organisation et de gestion, 300 variétés, c'est déjà bien. Et donc, ouais, moi, j'ai mes chouchoutes, j'ai un peu les valeurs sûres où j'ai au moins 40 ou 50 variétés presque que je refais chaque année.
Et en tout cas, il y a 50% d'anciennes et 50% de nouveautés que je vais faire. Alors, dans les nouveautés, il n'y a pas que des nouveautés, il y a aussi celles où je dois renouveler le stock pour avoir un tournus. Mais j'essaie de... Voilà, celles que j'ai trouvées qui sont bonnes, pourquoi aller chercher plus loin? Et ça marche, je sais que ça pousse, que je les consomme et que je les apprécie. Donc, je fais de moins en moins la course aux nouveautés. Et j'essaie voilà, de stabiliser le stock que j'ai et mon petit cheptel. Et, et comme ça, je trouve que c'est un bon mélange, en tout cas pour moi, qui me convient. Ouais, pour le moment, pour moi, le choix est facile parce que là, je dois à peu près entre 50 et 60 variétés. Donc, j'ai pas trop de sacrifices à faire. En tout cas, pour cette année, ça va. Donc, typiquement, alors l'année dernière, j'en ai fait 27. Cette année, je crois à peu près pareil, 25, 27. Et donc, je fais que des nouvelles. Que des nouvelles parce que j'ai pris des notes sur l'année dernière, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc, que des nouvelles pour en voir un certain nombre. J'essaye de diversifier quand même. Je sais que je fais 3 ou 4 cerises, ouais, on va dire 3 cerises, 3 cocktails à peu près. Hem Et puis après je dispatche aussi en sauce, salade, asséchée, voilà, selon les utilisations et aussi selon les formes. J'aime bien avoir un peu du type cœur de bœuf, du type cornu, du type, ronde, du type, voilà. Donc je fais un petit brassage comme ça, mais pour le moment, finalement, bah, voilà, cette année, je fais que des nouveautés. Le souvenir de l'année dernière est encore bien frais, donc je saurai, à quoi m'attendre. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, il faudra que je laisse, je pense, moitié-moitié peut-être entre mes valeurs sûres et puis du renouveau. Ça sera à voir avec le temps, mais pour le moment, le choix est facile. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais les sélectionner en fonction des usages. Mmh mh. Et dans le jardin, je les organise aussi de cette façon-là. Je sais que j'ai une ligne pour faire de la sauce, une ligne pour faire des tomates confites, une ligne de tomates cerises et 3-4 lignes de tomates à salade. Comme ça me permet visuellement déjà que ce soit plus clair. Et puis au niveau des récoltes, ça me permet quand je vais récolter de faire des cagettes séparées. Et ces cagettes séparées, elles vont être dispatchées, enfin rangées dans la cuisine. Et puis je sais que cette cagette, la cagette bleue, c'est pour faire des confites, la cagette rouge, c'est pour faire des sauces. Et ça me permet de gagner un petit peu en temps au niveau de l'organisation. Ouais. Tu as une histoire à nous raconter, Michael, non? Sur une année? Alors ouais, il y a pour moi vraiment c'était l'année qui est assez symbolique de ça, du choix et de l'idée de pas se laisser dépasser par les choix. C'était il y a 3 ans, ouais, j'ai fait 250 variétés de tomates. C'est ma pire année tomate de toute ma vie. Alors qu'il y a eu un bel été, il y avait tous les voyants étaient au vert, mais en fait j'ai fait juste trop de plantes, trop de variétés différentes et en fait c'est juste pas possible à gérer. Donc mes plantes étaient moches parce que j'en avais trop et j'ai pas eu le temps de m'en occuper correctement. À grainer, c'était l'enfer. J'ai passé des nuits blanches à récupérer des graines, à mettre des sachets, à inventorier sur le fichier Excel, sur le site. Et je pense que c'est l'année où j'ai le moins mangé de tomates depuis que j'en fais pousser. Juste parce que trop de boulot à m'en occuper et puis des récoltes qui étaient pas ouf parce que pas assez de temps pour les gérer correctement. Donc depuis, je me suis dit c'est terminé, j'ai le temps et puis si j'ai pas le temps, je le prends. En tout cas, je me laisse du temps pour m'occuper correctement de mes plantes et je me limite à 100 variétés par an. Au-delà, tout seul, j'arrive pas à gérer. Ouais, je pense que c'est la manière peut-être la plus pertinente de faire, c'est se dire, j'ai tant de place ou j'ai la capacité de m'occuper de tant de plants. Peut-être baisser de 10-15 pour se laisser le choix du: «Oh tiens, celle-là, ça fait longtemps» ou Mmh. on tourne ses graines, on dit comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, quoi, on est, émerveillé par la vue du nom de la variété qui nous C'est rappelle des ça. choses et du coup, on a absolument envie de la faire, donc peut-être se baisser de 10-15 pour laisser la place à celle-là. Hem Et puis après faire comme ça. Moi, je sais que j'ai fait comme ça. J'ai pris la place que j'avais dans la serre. Je sais que je fais un plan d'une variété dans la serre, le plan de cette même variété en extérieur
et puis ça me fait mon compte, et puis voilà. Mais il faut arriver à faire des choix, ouais. C'est aussi une C'est moi école, pour faire des choisir choix. les variétés, moi je pars de la fin. Je sais que dans mon jardin, j'ai une parcelle principale où j'ai 80 slots, 80 places, Mmh. plus un autre petit coin où je peux en bourrer une vingtaine, trentaine. Et donc, je me dis, voilà, donc sur les 80 slots que j'ai, il y en a tant qui partent pour de la sauce, tant qui partent pour des confites. Qu'est-ce que je remplis comme confite et ainsi de suite. On peut aborder après le timing aussi. On en a un petit peu parlé au début, on peut Mmh. peut-être aller assez vite. On a à peu près 7 ou 8 semaines, voilà, peut-être, aller entre 6 et 9 selon vraiment votre climat, votre localisation, et cetera. Hem, Peut-être on peut aborder d'autres éléments. Est-ce que vous faites plusieurs vagues de semis? Ça peut être intéressant à savoir. Mmh. Mmh. Alors oui, clairement, moi je sème jamais plus d'une plaque alvéolée d'un coup. Parce que je sais qu'au moment du repiquage, j'ai 100 pots, 100 plants à repiquer et ça prend bien 2-3 heures. Donc en général, je sème une plaque alvéolée, j'attends une semaine pour en ressemer une derrière, pour avoir un décalage dans les plants. En plus, ça me permet d'avoir un décalage au moment où je les rempote et puis au moment où je les mets sur le balcon. Parce que mon balcon, il est pas extensible non plus, donc ça prend vite toute la place. Donc les plants que j'ai rempotés qui vont sur le balcon, ils vont passer 2 semaines et voire une semaine, et puis après ils partent au jardin et sous un voile. Et comme ça, ceux que je repique la semaine d'après, ils ont de la place pour aller sur le balcon. Ça me permet d'avoir un décalage en fait sur toutes les petites actions qu'il y a après le semis. Et pareil au niveau de la plantation. Moi, je le fais en 2 temps uniquement, et là, pour le coup, je sème tout d'un coup la plupart. La plupart de la collection est semée, donc fin mars ou tout début avril, dans les 4-5 plaques alvéolées. Donc pareil, c'est des plaques de 100. Donc les 500 sont quasiment semés en même temps. Mais au préalable, vers la début mars, mi-mars, je fais comme je fais un tout petit peu de greffage et comme je vais sûrement accentuer en plus cette année, des semis liés au greffage. Voilà. Mais sinon, la collection en tant que telle, elle est vraiment semée que fin mars, début avril. Donc, avec ce timing de 6 à 7 semaines, en effet. Et du coup, ce qui veut dire que sur la culture après, vous avez un plan, et une fois il est cuit, il est cuit. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'observe aussi 2 techniques possibles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne fais pas actuellement, mais peut-être que j'essayerai une année. C'est soit de faire 2 semis décalés, donc peut-être, voilà, un, fin mars, début avril, un autre début mai, ou mi-mai, pour avoir un décalage dans le pic de récolte, même sur la même variété. Et ainsi, quand le plan commence à décliner un petit peu, eh bien, on peut le supprimer, et c'est l'autre qu'on a planté, 1 mois après. Peut-être ça fait une plantation mi-juin ou quelque chose comme ça, qui va prendre le Alors, relais en termes de production. Donc ça, c'est la première question. La deuxième élément aussi, c'est il y en a qui, à la plantation ou à la première taille, quand on taille le gourmand, on le bouture. Mmh. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, ce que vous mmh. avez déjà essayé, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de le bouturer permet, d'assez rapidement, sans avoir tout le processus de semis à suivre, à s'occuper, d'avoir plus rapidement un plan qui va aussi prendre le relais quand le plan qu'on a taillé commence à décliner en termes de production ou de maladies ou de choses comme ça. Alors, pour répondre à ta première question, oui et non. Pour moi, non. Je vais tout planter d'un coup pour avoir vraiment le pic de récolte tout au mois d'août parce que je suis prof et que j'ai les vacances en août. Donc c'est le moment où je peux me coucher à 4 heures du matin pour faire de la sauce tomate, c'est pas trop grave. Par contre, dans les potagers que je fais dans les écoles, je fais jamais les plantations en mai. J'aurais toujours tendance à planter les tomates mi-juin, voire même fin juin, pour que si elles survivent à un été qui est pas trop caniculaire et à la rentrée il y ait des tomates, le pic de récolte des tomates, le pic de production des tomates, il soit pas en août, mais il soit plutôt en septembre. Et en plantant plus tard dans les écoles, ça permet d'avoir des plants de tomates qui sont encore vivants et encore productifs à la rentrée des classes. Par contre, chez moi, non, il faut pas que j'ai de tomates en septembre-octobre, ça me fout dans le jus parce que justement, il y a la rentrée des classes. Non, mais l'idée
D'échelonner, oui, c'est une très bonne idée. Un peu pour des raisons similaires que Mickaël, je ne plante pas non plus de manière échelonnée, et aussi parce que, on a des expositions avec l'association, et donc l'idéal, ça serait d'avoir les plans, les expositions sont de début septembre à mi-octobre, donc là, c'est aussi pour ça que je ne plante rarement avant le 20 mai aussi, sauf quelques pieds pour des besoins personnels, parce que j'aimerais quand même à manger les premières au mois de juillet quand même. Mais voilà, le pic de récolte en général, il est aux alentours de fin août. L'année dernière est un peu exceptionnelle, il a été très 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 tôt, le pic de récolte. Je l'ai eu début août, et ça a même commencé le 31 juillet, ce qui est un record. J'avais jamais commencé à cueillir autant de tomates en juillet, même si on était le 31. Et donc oui, on peut très bien échelonner sans problème la plantation pour avoir des tomates un peu plus précoces. Et après, tout dépend de la région. Si on est dans une région où on sait très bien que l'humidité arrive très vite, hein, le chat qui est de passage, que le froid et l'humidité arrivent très vite, bon bah là, dans ces cas-là, oui, il faut avoir conscience aussi de notre capacité climatique de notre région. Mais échelonner, ouais, c'est une bonne idée, et je connais des personnes qui le font, hein. Ça, c'est Ouais, je me pose la question de mon côté parce que quelque part les tomates de fin de saison sont pas non plus les meilleures en termes de goût et tout ça et c'est vrai que sur une plantation, j'arrive à obtenir encore des récoltes, satisfaisantes, assez tard dans ma région. Peut-être que j'essaierai une année de repousser, voir s'il y a une vraie différence. Hem, mais on y reviendra sur les composantes du goût et tout ça sûrement dans une autre émission. Mmh. Savoir si c'est, aussi par rapport à l'âge de la plante ou simplement climatique. Donc on abordera ces questions, plus tard. J'ai une dernière petite question sur le semis. Il y a un truc, Ouais. ça m'arrive qu'il y ait des plants en pot qui commencent à fleurir. Est-ce Mmh. que ça vous arrive aussi? Et est-ce que vous faites rien, vous laissez les fleurs et en avant, ça change rien? Est-ce que vous enlevez les fleurs? Est-ce que vous rempotez dans plus grand? Est-ce que voilà, comment ça se passe par rapport à ça? Je vois sur des arbres fruitiers, souvent, on dit que les premières années, on va plutôt enlever les fleurs pour pas que ça épuise l'arbre. Alors, c'est une conduite assez différente, hein, bien sûr, mais on dit plutôt ça. Moi, actuellement, je fais rien de particulier, juste je laisse le plan vivre et en avant. Hem, mais est-ce que c'est une observation qui peut nous indiquer quelque chose aussi sur la conduite de la culture? Est-ce qu'on a mis un substrat trop riche? Est-ce que voilà, ça a des impacts par rapport à ça, le fait que ça fleurisse encore en pot, en Alors pot moi, blanc? ça m'arrive extrêmement rarement parce que en 8 semaines, normalement, entre le semis et le rempotage et au moment où je les plante, c'est là que les premières fleurs apparaissent. Mmh mh. Pour moi, si tu as des fleurs en pot dans ta cuisine, enfin des plantes en fleurs dans ta cuisine, c'est peut-être tu les as plantées trop tôt. Mais C'est ce qui m'arrivait aussi depuis que je ne plante plus, enfin les premières années, hein, quand je semais en février. Il m'arrivait très, très souvent de planter un des plants arrivé au mois de mai, qui avait déjà 1 ou 2 fleurs. Mais en effet, le plant n'était pas forcément des plus costauds, forcément, il était plutôt haut. La floraison peut être aussi signe de manque de stress pour la place. plante. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'elle se dit: «Mince, j'ai plus de place, je vois que j'ai besoin de plus en plus de surface racinaire et que j'arrive pas à l'obtenir, donc je vais peut-être fleurir pour essayer de». Voilà, c'est l'instinct de survie et des déclenchements, génétiques qui se font au niveau des plantes quand elles sont stressées. Et donc du coup, oui, oui, le fait de respecter ce délai de 6, 7, 8 semaines, c'est quasi impossible d'avoir une floraison qui se déclenche. Et auquel cas, par contre, s'il y a une fleur, généralement, je plante assez profond les graines les plants, pardon, et souvent la fleur ne donnera rien. En général, elle donnera rien, mais je l'enlève pas pour autant, mais il y a peu de Ouais, chances moi qu'elle non donne un plus, fruit. je les enlève pas. J'ai enlevé les fleurs des poivrons parce que on m'a toujours dit que les premières fleurs de poivron piment, il fallait les enlever et couper la tête pour homogénéiser le truc.
Je suis tombé sur une étude dernièrement qui dit que, qui prouve de manière scientifique, c'est vraiment un article, une publication scientifique, un gros pavé de 200 pages, qui dit qu'en fait, non, ça fait rien. Ils ont fait plein de tests et il n'y a pas de différence à couper la fleur de poivron ou pas. C'est un peu une légende qu'on traîne, D'accord. qu'on a toujours fait comme ça. Donc, je sais pas, j'ai pas expérimenté. Moi, j'ai toujours coupé les premières fleurs de poivron et de piment. Cette année, je ferai le test avec ou sans, mais apparemment, ça fait pas grande différence. On va parler brièvement des lampes. Peut-être ça sera l'occasion de faire un épisode complet à ce sujet-là, parce que c'est un très vaste sujet. Oui. Et en termes de références, il en existe des milliers, de toute taille, de tout prix, de toute puissance. Donc voilà, on va faire un rapide tour d'horizon des lampes, de qu'est-ce qu'on utilise ou pas. Moi, perso, j'ai 2 barres LED, une de 30 et une de 40 watts. Et je considère à peu près que 40 à 50 watts par mètre carré, ça joue. Au boulot, on m'a donné une lampe de 300 watts, un panneau LED. Alors, je vais être honnête, hein, ça marche. Ça marche clairement bien. Le souci, c'est que c'est trop puissant pour les semis petits. Et c'est vraiment une lampe full spectrum. C'est pour faire de la culture d'intérieur. C'est bien pour avoir des melons en mois de décembre dans son salon, quoi. Pour faire des semis, c'est trop puissant. Et du coup, je suis obligé de mettre la lampe à 20-30% au début. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir une lampe de 300 watts pour l'utiliser à 20% de sa puissance. Autant avoir une lampe de 50 ou de 100 watts. Ça revient exactement au même. Bon, on me l'a donné, donc je l'utilise. Mais clairement, pour chez moi, une barre LED, ça fait le job, quoi. J'ai pas besoin de plus. Alors, c'est des spectres de croissance. Enfin, c'est des lampes de croissance avec un spectre qui tire vraiment vers les bleus. Ce qui est pas le cas du panneau LED qui, lui, il est full spectrum. Donc, il a rouge, bleu, il couvre le spectre complet. Et on peut faire croissance, floraison et fructification. Mais pour moi, c'est too much. Je n'aurais pas acheté ça. Non, mais c'est pareil, j'utilise des rampes LED, alors un peu plus, parce que dans les étagères, l'armoire fait 120 centimètres, 1,20 m de large, et du coup, je mets 2 lampes, 2 rampes LED par étagère, qui font 120 aussi, et je ne saurais plus dire quelle est la puissance de chaque LED, mais c'est pas non plus une puissance exceptionnelle. Non plus, c'est pas absolument nécessaire. Par contre, c'est en effet des rampes LED spéciales de horticole. Donc c'est pas des rampes LED voilà, d'éclairage traditionnel. Donc c'est avec du spectre qui est principalement orienté vers les basses longueurs d'onde, hein, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Et donc voilà, tout simplement. Donc j'ai encore des ampoules. Les premières années, je le faisais avec une ampoule CFL. Donc, mais l'ampoule, c'est 120 watts. Et là, on pouvait écairer à peine 1 mètre carré, mais c'était nécessaire, là, pour le coup, d'avoir les 120 watts. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les LED, on peut diminuer la consommation. Et en plus, voilà, encore une fois, je ne les allume que 2 semaines et demie, 3 semaines maximum. Donc, les panneaux LED. Et en plus, c'est plus léger à manipuler que les ampoules CFL qui, au moindre coup, peuvent casser. Voilà. Il y a d'autres types d'ampoules, mais franchement, l'éclairage LED, voilà. Le rapport qualité-prix et consommation, Ouais. il est inégalable. Et combien elle coûte pour donner un ordre de grandeur? Les barres LED, Ouais. chaque barre LED coûte environ une quarantaine d'euros. Donc, j'ai 6 étagères x 2. Donc, ça a été un investissement au départ, forcément. Ça fait 80 x 6 par étagère. Mais c'est des lampes LED que j'ai depuis déjà 7 ans. Donc, Et puis voilà, pour c'est 500 pareil. euros. Là aussi, la longévité prend en compte, puisqu'une ampoule CFL, vous savez, c'est les ampoules un peu à l'ancienne, quand on allumait avant les LED, hein, tout simplement. Ça a été un peu un intermédiaire à un moment entre les ampoules incandescentes et les ampoules LED. Mais une durabilité qui est énorme, hein.
et puis ça se manipule très bien. En plus, le fait d'acheter toutes les ampoules, plusieurs barres LED, on les reçoit et en fait, on reçoit des adaptateurs, soit des petits bouts qui se mettent. Donc en fait, il y a des prises à l'extrémité de chaque barre LED et on peut les agencer exactement comme on veut. On peut même les mettre côte à côte. Je pourrais mettre les 8 en file indienne. Voilà, vraiment en série. Et après, il y a aussi, ils vendent aussi les adaptateurs. Enfin, c'est fourni avec un fil, tout simplement, qui relie les barres si on veut les séparer ou si on veut les mettre en parallèle, par exemple. Voilà, donc ça marche très bien. Et ce qui fait qu'avec une seule prise, j'arrive à brancher toutes les lampes. Alors, en réalité, j'ai fait sur 2 prises puisque c'est normalement maximum 6 conseillés en série dans le modèle que j'ai acheté. Donc, je l'ai fait en 2 prises. Puisque forcément j'ai 6 étagères x 2, donc 12, donc ça fait 2 prises, mais du coup, voilà, là où les ampoules, par exemple, les autres types d'ampoules, il aurait fallu que j'ai 6 prises, une par étagère, pour alimenter chaque étagère, alors que pas du tout, quoi. Et au niveau du chauffage aussi, juste petite, les radiateurs et les poêles suffisent, mais dans la chambre de culture, j'ai un système de chauffage, c'est le même utilisé par la NASA dans les fusées, donc c'est une sorte de technologie, de papier assez fin chauffant. La même technologie qu'il y a sur les pare-brises de voiture à l'arrière quand on enclenche le dégivrage. Donc c'est vraiment la même technologie, le vrai système. Donc il y a aucun risque d'incendie, ça peut pas prendre feu parce que ça ne consomme pas d'oxygène. Voilà, c'est vraiment là, je peux pas trop rentrer dans le détail technique, je le connais pas, mais en tout cas, ça chauffe très très bien. Et pour une consommation qui est dérisoire, on est aux alentours de 60 watts et j'arrive à chauffer donc la chambre de culture qui fait 2 mètres de haut par 120 de large et 60, je crois, de profondeur. Et ça, je pense qu'en 2 minutes de fonctionnement, arrive à atteindre les 25 degrés à l'intérieur, quoi. Donc non, c'est une très très faible consommation. Donc pour l'éclairage, les barres LED. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité, prix, durabilité, praticité aussi, puisque voilà, vous pouvez les agencer comme vous souhaitez, c'est léger, ça vous la fait tomber. Bon, je dis pas qu'il faut la faire tomber, mais j'en ai déjà fait tomber 2-3, ça tient. Donc, les autres types d'éclairage, les ampoules, vous n'avez plus qu'à pleurer parce que votre ampoule qui coûte 100-150 € pièce, c'est du verre, donc ça casse. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des lampes de Amazon, Temu Alors, j'en ai eu et elles ont été extrêmement efficaces. Par contre, la durabilité, je confirme qu'elles sont extrêmement faibles. Voilà, en fait, j'ai sauté le pas il y a de ça 4 ans. J'ai eu des barres LED qui ont donné des résultats extraordinaires et très bons. Mais par contre, elles ont commencé à griller une par une l'année dernière. Donc, ouais, niveau durabilité et peut-être au niveau sécurité, parce que j'avais un doute quand même sur l'étanchéité. On est quand même dans des chambres de culture fermées, donc taux d'humidité avec les plans, l'évapotranspiration. Et je pense que c'est ça qui a littéralement grillé les lampes. Mais voilà, quand je les ai allumées l'année dernière et que ça grésillait à droite à gauche, je me suis dit d'un point de vue sécurité, on n'est peut-être pas top. Donc je déconseillerais. Par contre, j'ai aussi une partie des lampes qui viennent d'Amazon, mais c'est un revendeur officiel de lampes que l'on trouve sur Gros Shop, sur d'autres sites comme ça. Et là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment qualitatif. Alors moi, j'ai regardé un petit peu les specs des lampes Amazon. J'ai été choqué par juste le tissu de mensonge que c'est. J'ai jamais essayé. Perso, moi, entre acheter 20 balles, un truc un peu cheap, ou juste 40 balles, un truc qui est quali et qui est fait par des fabricants de lampes qui font que ça, je préfère acheter 40 balles, un truc quali du premier coup. Mais juste, voilà, il y a des spécificités techniques qui sont juste irréalistes et irréalisables. Enfin voilà, je trouve qu'Amazon ils abusent sur les messages publicitaires qu'ils proposent. C'est vraiment c'est pas vrai, quoi. C'est juste pas vrai. Ça défie toute loi de la physique.
Ouais, bah, après sur ces descriptions mensongères, on retrouve ça sur un certain nombre de produits, J'allais dire, c'est un peu la. électroniques, on va dire. Ça Mmh. peut être le cas peut-être sur des je sais que j'avais Sur vu les sur des lampes piles. frontales, par exemple, Sur les piles, c'est dingue. sur des piles, sur des batteries portables, sur des choses comme ça. Malheureusement, c'est assez répandu, mais il faut essayer de pas se faire avoir effectivement. Hem, Moi sur les lampes, je vais garder du mystère, comme ça le jour où on fait l'épisode, focus sur les lampes et beh, Mmh. je pourrais en raconter, mais ouais, pour le moment, mystère. Concernant le repiquage, on peut aborder le repiquage. Mmh. Une fois qu'on a fait nos petits semis qui ont levé, donc Mickaël, tu disais que toi, à 4 feuilles, par exemple, tu procèdes à un repiquage? Ouais, moi j'attends vraiment le dernier moment pour repiquer parce que je fais ça dans le salon et que mon salon il est pas extensible et donc plus longtemps je les ai en plaque alvéolée et mieux c'est et je vais les rempoter vraiment à la der à 4 feuilles. À noter que j'ai fait des essais de pas repiquer du tout et de planter directement en pot et j'étais surpris parce que j'ai pas vu de différence de taille et de vitesse entre un plant qui a été repiqué une fois et un plant qui a été semé directement dans un pot de 7. Alors juste la seule différence que j'ai trouvée, c'est que ça prend vachement plus de place de semer dans des pots de 7 que dans des plaques alvéolées. Ouais, j'ai fait la même observation, pour le coup, j'ai pas vu de différence de développement, de robustesse, de je sais pas quoi, entre Mm. du plaque alvéo un repiquage ou directement godet final, quoi, on va dire. Non, tout à fait et j'ai même voilà, dans l'association, on est plusieurs. Il y en a un qui ne passe pas du tout par les plaques alvéolées, qui fait directement dans les godets et qui, en effet, il a ce constat-là. Mais du coup, le voilà, l'inconvénient, en effet, c'est que d'un seul coup, c'est que dès le semis, on a tout l'espace godet qui doit être, pris. Donc là, il faut la surface pour et c'est ce qu'il a. Moi, comme je sème quand même fin mars, début avril, il y a encore un risque, enfin, la chambre de culture pourrait pas accueillir les 600 plants, ça c'est sûr, en taille godet et à la fois, c'est trop tôt pour, essayer de faire des semis en serre, froide, là, pour le coup, il faudrait un système de chauffage et d'éclairage plus puissant, pour pallier aux difficultés climatiques qu'il y a encore à cette période. Mais en effet, il y a et les retours d'expérience que j'ai eus autour de moi et apparemment vous les confirmez, c'est que le semis en godet, sans passer par un repiquage, par un rempotage plutôt, heu, ça change pas grand chose apparemment. Ouais, pour quelqu'un qui voudrait et s'éviter la phase de repiquage, qui aurait un nombre de plants modéré, ça peut être utile, C'est peut-être ça, moi que j'aurais que 20 plants de tomates, je les ferais ouais, direct en pot. Ouais. ouais, Je me ouais, prendrais pareil. pas la Par tête. contre, l'astuce, c'est ce qu'il fait, c'est comme j'ai dit, et c'est pas bête, c'est pour qu'il y ait quand même u un rempotage qui se fasse parce que des fois, il est vrai que le plant, lorsqu'il germe, il peut être un peu plus la stabilité du plant peut être un peu plus faible au niveau, au niveau de la graine comme elle est à la surface. Il va remplir son pot, que de moitié Mmh. de terreau à semis et il va attendre que le plant dépasse du pot pour remettre du terreau, ou directement dès le début du terreau, de rempotage, hein. Mais il va compléter le surplus que quand le plant va vraiment dépasser et du coup, ça fait une espèce de rempotage puisque du coup, la partie aérienne qui va se retrouver enterrée va refaire des racines, et donc peut renforcer, la tige. Mais donc ça, c'est une technique, aussi, voilà, il y a qu'à rajouter de la terre, en fait. C'est le rempotage se limite à ça. Là où les alvéoles, il faut les enlever une par une, les mettre dans les godets, remettre, voilà, il y a beaucoup plus de manutention. Et toi, Mais tu repiques à quel moment, hein? 3 semaines après, 3 ouais, c'est ça, entre 3 et 3 semaines et demie après, donc les plus jeunes ont que 2 feuilles, mais j'ai de tout, la majorité, je dirais qu'ils ont comme toi 4 feuilles, hein. Mmh. Voilà. Alors après au niveau du temps d'éclairage, il est vrai que, c'est vrai qu'on n'en avait pas dit avant, mais, avant je mettais un timing jour-nuit et cetera. Là, je pendant 3 semaines, les barres LED sont allumées 24/24 pour le coup, je le dis, je les OK. éteins pas. Je ne les éteins pas, du tout.
et je fais pas de cycle jour-nuit. Et donc, il est vrai que du coup, j'observe quand même une croissance un peu plus rapide. Et entre le moment où je ne le faisais pas et le moment désormais où je les allume 24/24, le rempotage, j'ai quasiment que des 4 vraies feuilles. Alors qu'auparavant, j'étais plus aux alentours de 2 vraies feuilles. Donc c'est vrai qu'il y a un petit boost qui se fait. Ce qui me permet, voilà, au bout de 3 semaines. Donc ils ont 4 feuilles, à peu près. Par contre, s'il y en a encore 2-3 tardifs qui étaient encore qu'au stade cotylédon, je les garde un peu plus longtemps. Parce que d'expérience, en stade cotylédon, c'est quand même beaucoup plus fragile. Bon, après, il y a aussi le fait que je trie beaucoup lors du rempotage. C'est aussi l'avantage de le faire aussi en godet, c'est qu'on peut semer plusieurs graines. Et puis, au moment donc remplir la moitié de ses godets, semer plusieurs graines, il y a plusieurs plants qui poussent, et c'est ce que le collègue fait. Et tout simplement, il conserve le plus beau. Il conserve le plus beau des 4-5 qui a poussé. Sur les 4-5 graines, il conserve le plus beau, le plus petit ou les plus chétifs, celui qui a un aspect un peu plus étrange. Il les arrache, il les jette et il garde le plus beau. Et c'est aussi une sélection, parce que c'est vrai que l'inconvénient en alvéole, c'est qu'on peut se retrouver. Moi, je mets toujours 2 graines par alvéole. Pareil. Donc, systématiquement. Et ce qui me retrouve, du coup, comme je sème tout en double, avec 4 potentiels plants. Et pareil, avant, ça me faisait mal au cœur si j'avais 2 magnifiques plants côte à côte, mais maintenant, tant pis, je les sacrifie. Je garde le plus beau, des fois au millimètre près entre les deux, et pour les deux alvéoles. Et des fois, ce qui arrive, c'est que sur la deuxième alvéole, les deux graines sont pas très belles. Donc, dans ces cas-là, je vais séparer les 2 beaux plants de la première alvéole pour faire mes 2 plants. Donc, ouais, ça s'équivaut franchement. Mais j'évite de garder tous les plants. Et au moment du rempotage, est-ce que tu enterres la tige? Là, on voit souvent, parler, de cette partie-là. Donc la partie qui est plutôt violacée avec des petits poils. Mmh. Est-ce que tu l'enterres dans le pot, le godet que tu utilises, ou pas spécialement? Avec la méthode de l'alvéole, si, c'est rempoté, et parfois plus de la moitié du plant se retrouve enterré dans le godet. OK. D'ailleurs, il y a une idée reçue à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont ces petits poils qu'il y a sur les tiges qui deviennent des racines. Sauf que pas du tout. L'origine racinaire des plants, ça vient vraiment du centre de la tige. C'est la capacité de la plante à faire apparaître des racines à partir vraiment du centre de la tige. Les petits poils qu'il y a autour de la tomate ne deviendront jamais des racines. C'est simplement un système de protection. Fait pour emmerder les bestioles, Voilà. pour les gêner la Le grimper. le 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 C'est pour barbelé de ça la tomate. que les pucerons, j'ai déjà eu des attaques de pucerons très importants au niveau des poivrons et piments qui n'ont pas ces petits poils, et que les tomates à côté n'en avaient rien à faire, quoi. Je veux dire, je voyais un peu de pucerons, certes, mais ils n'avaient pas d'attaque plus que ça, parce que les pucerons, ils étaient trop embêtés par ces petits poils. Mais oui, je rempote, quand j'enlève de l'alvéole et que je le mets en pot, il y a une bonne moitié du plant qui se retrouve enterré. Ça marche. Moi, je vais l'enterrer, mais je m'arrête toujours en dessous de la première vraie feuille. Parce que si tu enterres la feuille, en fait, ou qu'il y a une feuille qui est tombée, puis tu enterres un petit peu au-dessus du premier niveau de la feuille, il y a un bourgeon dans l'aisselle de la feuille, et il y a des gourmands qui vont pousser par dessous et qui sortent de sous la terre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en enterrant les plants tomates profonds ou en les repiquant profond. Et j'ai des gourmands qui partent d'en dessous du niveau de la terre, et pendant l'été, c'est un peu chiant parce qu'il C'est vrai que faut ça aller peut les arriver. chercher en dessous. Ça peut arriver, oui. Et moi, j'aime bien avoir les plantes propres, surtout au niveau du pied du plant, parce que là, chez moi, il fait quand même assez humide. Et il faut que j'ai les plants qui soient dégagés à la base. Ça marche. Et sur le semis, il y a aussi une question que j'avais en tête tout à l'heure, c'est les substrats, on va dire minéraux, ou qui ne contiennent pas en tout cas de matières nutritives. Je pense, laine de roche, je crois, parfois j'ai vu ça sur de la laine de roche, sur de la fibre de coco pure, sur des choses comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé d'essayer par curiosité? Je pense qu'on fait plutôt ça pour tout ce qui est hydroponie ou Ouais. culture intérieure de A à C'est Z. ça.
moi, je vois pas d'avantage particulier. J'ai jamais essayé, mais hormis la pour une pleine culture terre, mais hydroponique. Par contre, ce que j'ai essayé en termes de pots qui s'en rapprochent, c'est les pots en biodégradables en qui sont fibre, ouais, en ouais. fibre. Et ça plus jamais, hein. J'ai fait ça Ça, les c'est de la premières merde. années. Je C'est une valide. merde totale, puisque pour la simple et bonne raison que là, pour le coup, une fois que c'est sec, c'est sec. Mmh. Et non, la croissance, voilà, c'est comme les pots en terre cuite, hein. Bon, les pots en terre cuite, ça a ses limites parce que ça absorbe aussi l'eau autour. Donc, Ouais. on est. Voilà, là pour le coup, j'ai rien testé de plus pratique et de plus efficace que le plastique. Là pour le coup, que les pots en plastique. Pareil. Si on veut faire du recyclage, il y a les cagettes à poissons, enfin les caissettes à poissons là en Sagex. Ouais, il y a Mais d'éventuelles bouteilles d'eau pour ceux qui, bon, bah, en achètent encore éventuellement, les bouteilles de lait, mais en fait, ouais, la base, c'est du perso, plastique. ouais. Ou un pot de yaourt dans les écoles, des fois je fais avec un pot de yaourt où on trouve le fond. Mais en Ouais, réalité, j'ai voilà. des pots que j'utilise les mêmes depuis 10 ans et j'ai pris des pots Voilà. qui sont Alors, solides et rigides. il y a différentes qualités de pots aussi de godets, hein. Il y a les Ouais. godets vraiment pas chers, mais on va pas se mentir, dès la Ils font pas deuxième 2 saison, elles ans. vont tous casser. Et là, on a des godets avec un plastique un peu souple, donc c'est sûrement un plastique qui est plus dur, il y a sûrement plus de plastique dedans, mais il y a des pots que je traîne depuis 7-8 ans aussi. Donc, il y a différentes qualités de pots, c'est vrai. Et des fois, vaut mieux peut-être des fois acheter un carton de 500-600 pots, même si on n'en consomme pas beaucoup, que d'acheter chaque année à 10-20 pots que vous allez payer plus cher à l'unité et, et qui vont casser systématiquement d'une année à l'autre. Mais oui, il y a rien, le pot en plastique, j'ai rien pu tester de plus efficace. Voilà, c'est Pareil. pas d'autre solution plus efficace que j'ai trouvé. En Et tout toi, cas, tu prends quel? j'ai testé les alternatives en effet, par de fibres de coco et alors là, pas du tout. Même il y a même des pots, il suffit d'arroser, ça gonfle, enfin, c'est le même Ah principe, hein. oui, si, j'ai essayé aussi ça, Voilà, ouais, c'est c'est testé. vrai. Bah, c'est dans la même veine, hein, Euh, ouais, c'est non, pas et puis voilà, tout ce qui va être fibre de roche ou enfin laine de roche ou Même coton, des des fois, je crois même. terreaux coton, ouais, des Même fois. dans le en coton, ouais. coco. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est génial, mais pour une culture en hydroponique, vraiment un truc hors sol. Il faut qu'il y ait un flux d'eau en permanence, C'est en ça. Il faut permanence. qu'il y ait de l'eau en permanence. Une Et sécheresse, et c'est fini quoi. Le pot, il est plus jamais réhydraté, il se casse, voilà. Donc non, c'est vraiment réservé à l'hydroponie, heu, mais pas du tout à la culture, voilà, de semis en pot, en puis terrine. comme c'est des substrats inertes, voilà, il faut qu'il y ait de la nourriture qui arrive en permanence. C'est Et ça. tu vois, comme au niveau du BioBiz, il y a le light mix dans les terreaux de gros shop, il y a toujours le all mix et le light mix. Le light mix, à la limite, pour faire des semis, mais c'est surtout, en tout cas, pourquoi ça a été conçu, c'est pour faire de la culture avec des dosages ultra précis et biberonner la plante avec des éléments nutritifs qui vont être différents en fonction du moment où elle germe, du moment du début de la croissance, de la floraison et de la fructification. Et Il y a, au niveau de l'arrosage, pas d'engrais du tout, dans le moi stade non plus, je mets pas d'engrais du dans la mesure où tout. le terreau est de très bonne qualité, tous les éléments nutritifs s'y trouvent, et 3-4 semaines dans les godets, c'est leur durée de vie, ça suffit amplement. Et donc uniquement un arrosage avec l'eau De l'eau. de pluie, voilà, parce que je récupère l'eau de pluie, comme, beaucoup de personnes. Et pas d'engrais, pas de boost, rien du tout, voilà. Et par contre l'arrosage, titre personnel pour éviter la fonte des semis qui peut arriver, bon, ce terme fonte des semis, je le réserve aussi dans le cadre où au stade plantule, lors du rempotage, éviter voilà, d'arroser par le dessus. Donc, c'est pour ça que moi, tous mes godets sont dans des bacs et que j'arrose uniquement par capillarité. Donc, je remplis le bac d'eau et l'eau va simplement s'infiltrer par capillarité et éviter vraiment de détremper les pots. En se disant: «Ouais, voilà, je vais bien le tremper, comme c'est le roi de l'eau pour un moment». Non, c'est la pire chose à faire parce que du coup, bah, les champignons, ils vont s'en donner à cœur joie et là, vous pouvez d'un seul coup avoir votre plant, vous arrivez, il est par terre et vous avez un petit amincissement de tige au niveau de la terre et en fait, c'est une fonte des semis donc enfin, ce que j'appelle une fonte des semis qui s'y ressemble. C'est une attaque fongique qui a littéralement, détruit la tige.
Et depuis que je suis passé du mode arrosage par le dessus en mode capillarité, en remplissant les pots, j'ai un taux de fonte des semis tardif qui a littéralement diminué jusqu'à quasiment disparaître. L'année dernière, je n'ai pas souvenir d'en avoir eu, par exemple. Ouais, moi, depuis que je suis passé au terreau de gros shop, Et j'ai la jamais eu qualité, de, voilà, c'est ça aussi, la qualité jamais du eu de terreau. terreau de fonte de semis. On parlait des œufs éventuellement de mouches ou même des fois de pucerons qui peuvent se mettre dans le terreau, mais il y a aussi les champignons qui peuvent s'y trouver, et qui peuvent potentiellement attaquer les plants, d'autant plus que le stade de rempotage est comme un stress pour les plants. Et c'est là aussi pourquoi j'ai arrêté la terrine, puisque le passage de la terrine au godet, là pour le coup, on sacrifie tellement de racines que la plante a plus de mal à s'en remettre, et c'est là où le risque de fonte de semis est plus important. Par contre, quand la plante elle s'en remet, voilà, vu le stress qu'elle a subi, elle est prête pour les prochaines étapes de sa vie. C'est pour ça que le compromis idéal que j'ai trouvé, c'est les plaques alvéolées, parce qu'elles permettent de conserver les racines lorsqu'on enlève le plan de son alvéole, tout en ayant une surface de semis assez restreinte, parce que la plaque n'était pas très grande, quoi. Et si on a la place, les godets, c'est... Voilà. Et au niveau bestiole, comment vous gérez? Parce que tu parlais des pucerons. Alors moi, j'ai des pucerons tous les ans, à partir d'avril à peu près. Ouais. Mi-avril, après un mois dans le salon, et ça commence à débarquer. Moi, j'utilise des huiles essentielles de clémentine et d'orange. En fait, c'est les produits anti-pucerons qu'on nous vend aujourd'hui, qui ne sont, voilà, avec les restrictions phytosanitaires qu'il y a eu sur les différents produits. Si vous regardez, souvent, c'est ce qu'ils mettent. J'ai pas trop de soucis de poivrons, de pucerons, mais quand j'en ai, j'utilise en effet quelques huiles essentielles. Mais des fois, en général, quand j'ai une attaque, je n'arrive jamais à l'éradiquer complètement. J'y arrive pas. Enfin, ou alors, il faudrait que je passe pour des méthodes un peu moins naturelles, mais non naturelles, j'ai pas réussi à trouver de méthode qui soit efficace à 100%. Après, si, il y a une méthode qui est très... Quand c'est au stade de jeunes plantules, ce que j'ai déjà fait, c'est plonger mes plants de poivrons piment dans un tonneau pendant environ un peu moins de 24 heures. Vraiment les immerger complètement. Alors, quand les plants sont déjà assez grands, je parle, vraiment, on n'est pas très loin du stade du repiquage. Alors ça, c'est assez efficace pour le coup, parce que ça noie littéralement les pucerons. Donc je l'ai déjà fait avec réussite, mais par contre, j'avais une peur bleue derrière, qui est des champignons et des maladies fongiques qui attaquent les plants. Ça n'a pas été le cas. Et les tomates, par contre, jamais eu le souci. Les tomates, ils sont naturellement, sauf en cas de grosse attaque, ils sont naturellement, voilà. En plus, l'odeur de la tomate est assez forte, et les pucerons, ils sont un peu, je pense, moins fans. Mais je sais que c'est possible d'avoir des attaques de pucerons sur les tomates, mais souvent, c'est surtout les poivrons, piments et aubergines. Sur les grosses feuilles d'aubergine, des fois, on retourne, et alors là, ça pullule de pucerons verts. Ça, j'ai déjà eu. Et là, voilà, la méthode du jet d'eau ou de l'immersion, c'est la plus efficace que j'ai trouvée, sinon huile essentielle. Mais j'ai jamais réussi à éradiquer à 100%. Alors moi, j'ai réussi avec des coccinelles. Je fais des Les larves. lâchers de larves de coccinelles. Et j'ai de la chance. Chez moi, en général, ça se goupille plutôt bien. Au moment où j'ai des pucerons à la mi-avril, il y a des tilleuls dans la cité en bas de chez moi. Et je vais avec mon gamin me balader dans le coin, et puis on va capturer des larves de coccinelles qui sont dans les tilleuls. Les tilleuls, ils sont défoncés par les pucerons au printemps. C'est les premiers arbres à se faire recouvrir de pucerons. Et du coup, je vais capturer 5, 6 larves de coccinelle, et puis je les jette dans les plantes dans le salon. Et ça me les nettoie, mais alors d'une efficacité, c'est redoutable. Alors par contre, moi, j'ai eu des monstres attaques l'année dernière dans la serre. Et là, on avait, mais genre, je sais pas, peut-être 200 plants qui étaient attaqués par les pucerons sur 500. Et puis ça progressait, mais de jour en jour, c'était le carnage. Et là, il y en avait tellement que du coup, j'ai pas pu aller capturer des coccinelles dans la cité. Il y en avait pas assez, et donc j'en ai acheté. Chez Biogarten, il y a une boîte en Suisse mais je sais qu'il y en a aussi en France, qui élève des auxiliaires.
et redoutable. Alors, ça m'a coûté genre 80 balles pour acheter, je sais plus, 200 ou 400 coccinelles, 400 larves. Mais par contre, redoutable. En une semaine, ça a tout nettoyé, mais toute la serre, puis c'est une grosse serre de 8 par 50. Et nickel, ça a tout éradiqué. Parce que ce qui reste d'efficace mais non naturel qu'il y avait dans les produits d'avant, c'est le pyrètre, hein, donc ça, c'est l'aspect chimique et ça, c'est ce que je me refuse d'utiliser, même si théoriquement, j'ai vu des détournements aussi possibles, hein, parce que notamment le pyrètre était interdit dans les produits phytosanitaires. C'est ce qu'il y avait avant dans les anti-pucerons que l'on achetait. Mais en fait, on peut encore en trouver aujourd'hui pour les usages non phytosanitaires, en tout cas pas sur des plantes forcément. C'est les fameuses bombes, les sprays pour anti-araignées, que pour les maisons que l'on met sur les. Et il y a encore du pyrètre à l'intérieur et j'ai vu des personnes, enfin je connais, qui l'utilisent ça. Et je n'en doute pas que ce soit efficace, mais ça reste du chimique quand même. Hein. Donc, Ouais, chez nous, on a aussi je sais plus si en France c'est interdit ou pas, mais en Suisse, on a l'huile de Nîmes. Alors, pour le coup, qui est ça naturelle. pu te dire. Et quand tu regardes la composition et que tu regardes un peu les études sur les effets de l'huile de Nîmes, des principes actifs qu'il y a dedans, c'est naturel, mais ça a l'air d'être pas terrible. C'est un Je perturbateur endocrinien et pense mutagène probable. que c'est aussi autorisé, il me semble. Donc c'est un truc que je me refuse à utiliser. Donc voilà la méthode. Alors les coccinelles, en effet, bon, c'est vrai que c'est un certain coût quand on n'en a pas chez soi, naturellement, mais sinon, je vous dis une technique qui m'a vraiment aidé à sauver, même si j'ai pas éradiqué totalement les pucerons, j'ai, je pense, éradiqué la grosse attaque, ce qui fait qu'après, peut-être que du coup, ils ont plutôt été embêtés. Alors je vois des coccinelles, hein, qui traînent dans ma serre, donc peut-être qu'après les coccinelles ont pris le relais pour les pucerons survivants, mais l'immersion des plants vraiment dans l'eau pendant quasi 24 heures, pas plus, hein, parce qu'après votre plant, voilà, a été efficace. Et sinon, pour les plants d'aubergines notamment, moi je plante systématiquement en pot les plants d'aubergines, poivrons, piment. Depuis 3-4 ans, je fais qu'en pot, je fais pas en pleine terre. Et le gros avantage, c'est je prends le pot et alors là, je prends le jet d'eau. Et alors, ils aiment pas du tout. Hein. Le plant n'apprécie pas trop non plus, mais ça va. Enfin, il faut pas mettre, c'est pas le Karcher non plus, mais c'est la plus efficace que j'ai pu tester. Les coccinelles, j'ai jamais osé essayer d'en acheter. J'avais tellement peur que ce soit, pour le coup, un investissement trop important pour une efficacité faible, mais du coup, là, si ça Ouais, ça fonctionnait marche pour bien. toi. Alors moi, ça m'embête de les acheter, mais Ouais, je ouais, préfère aller les capturer, parce bah qu'en oui, oui. vrai, il y en a partout. Mais après, ça dépend des volumes que tu as besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si on résume, pour faire des semis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des bons contenants, du bon terreau, des graines, alors des bonnes graines. Je sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises graines, enfin, il faut des graines, de la lumière et puis surtout, voilà, un bon timing. Je sais pas si vous avez Le des trucs à timing, rajouter. le timing, puisque un bon ratio lumière-température pour éviter, Mm. pour avoir à la fois une bonne germination et à la fois une bonne croissance dans un premier temps. Et donc, on revient à cette histoire de timing aussi, de ne pas faire ce semis trop tôt, trop tard. Bon, c'est jamais trop tard jusqu'à un certain point, mais sinon, on a bien résumé. C'est ça. En tout cas, voilà, l'idée, c'est déjà de vous rassurer au niveau de la difficulté. Vraiment, c'est la tomate, c'est une plante qui pardonne beaucoup, Mm. beaucoup d'erreurs. Pour faire des beaux plans, ça peut être technique, mais en tout cas, pour faire des plans tout court, j'ai envie de dire, c'est un jeu d'enfant. Moi, je fais ça avec les enfants et ils y arrivent très bien. Donc, c'est vraiment accessible à tous et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et puis donc, c'est ainsi que se termine ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des questions sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Et puis, au prochain épisode, on parlera en détail de la greffe des tomates et des piments, poivrons, aubergines, au passage. Voilà, un sujet qui, moi, me passionne, que je pratique depuis quelques années et qui est vraiment chouette. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochains épisodes. Et puis, en plus, ça soutient notre travail. Et puis, je vous dis à tout bientôt
À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.